Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. The more I swim, the more I'm thinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started. Get me out of now. To where we started. Did a fool 180 crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary, I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me, then still with somebody. If you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy who tried to hurt me with the word goodbye? Though it took some time to survive you, I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on. It's scary, I'm not where you left me at all. So, if you don't wanna see me, then still with somebody. If you wanna believe that anything could stop me, don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, oh, you know how. Don't start caring about me now. If you don't wanna see me, then still with somebody. Oh, if you wanna believe that anything could stop me. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing sleep.
Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain, swim every ocean, just to be with you. Fix what I broke, yeah, no, 'cause I need you to see. You are the reason. There go my hands shaking. You are the reason. My heart keeps bleeding. I need you now. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. I climb every mountain, swim every ocean, just to be with you. Fix what I broke, yeah, no, 'cause I need you to see. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Caféine, édition spéciale consacrée au programme Yali. Nous avons eu une édition précédente qui s'est consacrée également aux 10 ans de Yali. Ce programme qui a été institué par le président Barack Obama lors de sa venue, lors de son premier mandat à la tête des États-Unis. Le président Barack Obama ayant consacré tout son mandat plus ou moins dans sa diplomatie au continent africain, estimait qu'il était important pour les États africains, du moins de consacrer toute une énergie sur l'Afrique et notamment sa jeunesse. Le président Barack Obama va ainsi penser d'instituer un programme qui va donner autant d'autonomie aux jeunes. Un programme qui va rendre les jeunes plus forts, plus autonomes et capables de diriger et de prendre la relève du continent africain. C'est ainsi qu'il organisera une première initiative avec plus d'une centaine de jeunes venant du continent africain. Le programme Yali, depuis lors, a 10 ans et il s'est implanté dans chaque pays avec une organisation locale. Au niveau du Congo-Brazzaville, nous avons eu l'association Yali Congo qui a eu à sa tête notamment de grands leaders. Ces jeunes qui impactent la société tous les jours, ces jeunes qui sont devenus des grands représentants, des icônes, des personnalités à la tête des organisations gouvernementales et des ONG. Dans notre épisode précédent, nous avons eu les Yali hommes notamment, ainsi que la présidente de Yali Congo, la présidente actuelle de Yali Congo qui est avec nous. Elle revient avec nous également, mais cette fois-ci sous un panel 100% femmes. Thomas Sankara disait, la vraie émancipation de la femme, c'est celle qui responsabilise la femme. Et en République du Congo, les jeunes femmes aujourd'hui accèdent à des hautes fonctions et à des postes à haute responsabilité. C'est une façon ici pour elles de traduire un message. C'est une façon pour elles de dire combien est-ce que le Congo peut compter sur ces femmes. Le Congo peut aujourd'hui se dire qu'il y a un vent, il y a un grand mouvement des dames qui aujourd'hui incarnent le changement féminin et qui incarnent aussi une alternative face au développement et au changement de notre société. Ce soir, je serai avec 4 femmes qui sont avec moi. Oui, ce sont des femmes. Elles sont avec moi, je les prendrai chacune. Elles nous parleront de leurs expériences parce que pour certaines, comme je l'ai dit souvent, ce sont des femmes de science et pour d'autres, ce sont des femmes aujourd'hui qui travaillent au sein des organisations internationales, notamment l'Union africaine. Elles seront avec nous
pour nous pour nous parler de leur expérience, pour nous dire comment est-ce qu'elles se sont affranchies et comment est-ce qu'aujourd'hui elles ont réussi et elles vivent plus ou moins leur statut. Je ne vais pas plus ou moins en dire. Je tiens d'entrée de jeu à remercier l'ambassade des États-Unis au Congo qui nous a aidés et qui a permis de par sa collaboration cette émission, ce second épisode de cette émission Caféine Live, et afin que les Yali Congo puissent parler à la nation, parler au monde également, nous faire valoir également leur expérience. Je ne serai pas seul, je serai avec notre premier invité, je pense, qui est ici. C'est le docteur Cynthia Goma qui est avec nous. Bonjour. Docteur Cynthia Goma, bonjour. Bonjour, bonjour Marvin. Et bienvenue dans Caféine Live. C'est un honneur d'avoir une femme de cette trempe et de ce calibre qui aujourd'hui incarne aussi une certaine fierté pour le continent africain. Vous êtes parmi les premières Yali, parce que outre d'être une femme de science, vous êtes une Yali. Vous allez nous parler de vous. Et moi, je tiens d'abord à vous souhaiter une bonne fête de mer. En tout cas, et bonne fête de mer à tous ceux qui nous suivent à ce moment et qui auront sans nul doute des questions. D'entrée de jeu, est-ce que le docteur Cynthia Goma sait nous faire une présentation brève de son parcours? D'accord. Encore une fois, merci pour l'invitation à ce live, Marvin. Alors, je suis Cynthia Goma. Comme vous l'avez dit, parmi les premières promotions, je suis de la promotion 2015, programme YALI et du sous-programme Mandela Washington Fellowship. Je suis biologiste au Laboratoire national de santé publique, mariée, mère de 2 enfants, tante d'une ribambelle d'enfants. Et alors, mon parcours, je vais commencer par la base. J'ai effectué tout mon parcours universitaire ici, à la faculté des sciences et techniques, à l'université Marien-Ngouabi. Donc, de la première année à la thèse. Donc, j'ai d'abord fait une licence en biologie cellulaire et physiologie, option physiologie, puis j'ai fait la maîtrise, puis le DEA. Et en DEA, notre formation doctorale faisait partie des premières de la faculté des sciences et techniques. Et je veux dire, il n'y avait pas de large filière. Donc, les principales filières étaient celles liées à la pharmacologie, et plus précisément la pharmacopée traditionnelle. Donc, en DEA, mon sujet parlait des plantes qui soignaient le paludisme. Et puis, j'ai continué avec le même sujet en thèse. J'ai travaillé sur une plante qui soigne le paludisme, qui est couramment utilisée ici et en Afrique. Maintenant, une partie de mes travaux ne pouvait pas se faire ici, faute de plateau technique. Donc, j'ai dû postuler pour une bourse auprès d'une organisation qui finance des femmes scientifiques du Sud, qu'on appelle OWDSD. Et c'est grâce à cette organisation que j'ai pu aller faire une partie de mes travaux à Abidjan. Donc, pour mon parcours, on va dire académique, je suis pharmacologue, biotechnologiste. Et maintenant, comme je vous l'ai dit, travaillez pour le laboratoire national. Voilà. Et maintenant, pour ma partie professionnelle, je suis au laboratoire national depuis 2008, recrutée depuis 2000, donc ça fait 12 ans. Et j'ai évolué jusqu'à il y a quelques mois au sein du service d'épidémiologie moléculaire qui était chargé de surveiller plusieurs maladies infectieuses émergentes et réémergentes. Voilà, grosso modo, je peux dire, mais je pourrais revenir là-dessus plus tard. D'accord. Avant de prendre également la prochaine invitée qui sera avec nous, moi, j'aimerais poser la question, comment est-ce que, on va commencer juste cette petite intro, comment est-ce que vous avez fait, vous, pour vous retrouver dans le programme YALI? Alors, comment se fait la toute petite aventure? Alors, oui, l'aventure, c'est vraiment une aventure parce que j'ai connu le programme YALI grâce à 2 amis avec qui nous exercions, si on peut dire ça, dans le milieu associatif, dans une association qui est couleur congolaise, donc le président Welcome Zaba et puis Maître Franck Ngimbi, qui eux déjà avaient participé à la première et à la 3e édition du programme YALI. Et au regard de tout ce que nous faisons en termes de sensibilisation, en termes de communication au sein de notre association, ils me recommandaient de pouvoir postuler parce que pour eux, j'avais le profil.
Et j'hésitais un peu. Et puis en 2015, je me suis lancée. J'ai fait des recherches sur le programme parce qu'il faut dire que mes deux collègues ont postulé pour la filière leadership civique, pardon. Et moi, travaillant déjà dans le secteur public, je voulais vraiment approfondir un autre aspect. Donc, j'ai postulé pour le public management, donc la gestion de tout ce qui est public, étant donné que je travaille déjà dans une structure publique. Donc, voilà. C'est comme ça que ça se fait. Alors, on va revenir de toute façon sur la profondeur et également sur votre profession. Le temps juste pour moi de prendre Madame Bilampassi Moutsati qui est avec nous, qui va nous rejoindre, qui est également membre de Yali. Bonjour Madame Bilampassi Moutsati. Alors, on va juste activer la... Voilà. Est-ce que le son passe? Oui, à mon niveau, ça passe. Voilà. Bienvenue sur Caféine Live, cette édition spécialisée qui vous est consacrée. Merci d'être des nôtres et bonne fête des femmes également, des mères, pourquoi pas dire, parce que c'est une journée spéciale, mais également c'est un panel spécial consacré à la femme congolaise que vous êtes et qui incarne également cette femme qui représente le pays au sein des institutions internationales. Pour la petite histoire, pour ceux qui nous suivent et qui ne vous connaissent pas, peut-être qu'il y a des gens qui vous connaissent déjà, moi je vous connais, je sais qu'aujourd'hui vous êtes au sein de l'institution Union africaine également, au niveau de la commission ressources humaines, parce que vous êtes conseillère au niveau de la commission ressources humaines et sciences. Mais est-ce que vous savez nous dire plus ou moins, nous faire balayer un petit portrait de votre parcours? Merci Marvin. Alors, en ce qui concerne mon parcours, je commencerai bien évidemment par mon parcours académique. Je suis détentrice d'un master en sciences sociales et relations internationales, spécialisation paix et développement. Donc, c'est un master que j'ai obtenu à l'Université pour protection d'Afrique centrale, où j'étais d'ailleurs major de ma promotion. J'ai reçu le bourse d'excellence du gouvernement camerounais en première année. Et en deuxième année, j'ai soutenu mon mémoire de maîtrise avec la mention excellente, soit 18,5 sur 20, avec un panel de jury constitué des éminents professeurs, tels que le professeur Jean-Emmanuel Fondi, et les travaux étaient dirigés par le professeur Alain Didier-Olinga. Donc, c'est des grands noms, en fait, lorsque nous parlons des relations internationales en Afrique. Avant ce master, je suis détentrice d'une maîtrise en littérature négro-africaine et spécialisation littérature du continent. Alors, je fais partie de la dernière promotion, en fait, de la maîtrise, parce qu'après nous, on avait mis en exergue le système LMD. Et à l'époque, je l'ai obtenu à l'Université de Yaoundé 1. Donc, c'est une maîtrise, en fait, qui se faisait en 2 ans, une année pour la validation des UV et la deuxième année, c'est la recherche. Et cette maîtrise, en fait, m'avait ouvert les portes. Je devais aller aux États-Unis, à Penn State University, en Pennsylvanie, où j'avais obtenu une bourse. Mais j'avais arrêté la procédure parce que j'étais déjà engagée à faire mon master qui présentait plusieurs, en fait, débouchés. Et avant ça, j'ai fait une licence bilingue en anglais-français dans une université anglo-saxonne, toujours au Cameroun. Alors, ce parcours universitaire a été parsemé de plusieurs formations certifiantes et aussi compétitives, notamment c'est à Kofi Annan International Peacekeeping Training Center à Accra au Ghana, où j'ai suivi des formations en tout ce qui est prévention de conflits, résolution de conflits, la justice transitionnelle, tout ce qui est la réforme du secteur de la sécurité. Dans la même lancée, j'ai suivi des formations avec le Centre Pearson du Canada et même à Bamako au Mali, au Centre Alioune Dandé Bey. C'est un centre d'excellence pour la paix. Alors, à côté donc de mon parcours académique, je vais, avant d'aborder sur mon parcours professionnel, je soulignerai que je suis également auteur. J'ai à mon actif 2 ouvrages publiés aux éditions en Allemagne, aux éditions presse universitaire européenne. À côté de cela, j'ai aussi un parcours artistique où j'ai fait un peu dans le cinéma, notamment j'avais tourné un court-métrage, à l'époque était financé par l'ambassade d'Espagne au Cameroun. Et ce court-métrage a été projeté au festival Les Écrans Noirs, un grand festival. À côté de cela, donc, je vais revenir, je fais aussi un peu du chant.
Maintenant, parlons de mon parcours professionnel. Depuis 2013, je vais revenir dessus, mais ce que j'aimerais d'emblée mentionner, c'est que depuis 2013, j'ai rejoint la Commission de l'Union africaine. Je sers l'Afrique et j'ai occupé tout d'abord les fonctions de conseillère spéciale du commissaire de l'Union africaine en charge des ressources humaines, la science et la technologie. Alors, ce qu'on doit comprendre par ressources humaines, c'est en fait développement humain, développement des capacités. Nous avons en charge la jeunesse, l'éducation, la science et la technologie. Donc, pendant 4 ans, j'ai géré le cabinet du commissaire qui est un élu en fait des chefs d'État et de gouvernement. Après ces 4 ans, j'ai travaillé comme conseillère technique et après cela, aujourd'hui, je soutiens un peu, on peut dire, je pilote un programme également phare de l'université de l'Union africaine, notamment l'université panafricaine, où je gère un peu les aspects de la communication. Et en dehors de cela, je continue à soutenir le département et le cabinet de la commissaire actuelle. Je suis par exemple point focal d'un programme assez important, le programme d'alimentation scolaire basé sur la production locale. Je suis point focal du comité des 10 chefs d'État promoteurs de la science, de l'éducation, la science et la technologie. Voilà, Marvin, je pourrais peut-être m'arrêter là. Et voilà, on part de richesse en richesse. On a une docteure déjà qui a ouvert le bal et on tombe sur une haut cadre qui a été formée également, tout comme la docteure Setchagoma, qui a été formée au pays. Vous êtes vraiment un échantillon et vous avez été formé sur le continent africain. Ça, c'est déjà un honneur pour nous, vraiment, de vous avoir sur nos plateaux. On va avoir une autre également qui a été formée sur le continent, qui est avec nous ici. Juste le temps pour elle de faire son entrée. Donc, je vais prendre le docteur Maryse Kwa, qui est avec nous, qui est également membre Yali et qui va nous présenter également son parcours. Voilà. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur Caféine. Bonjour Marvin. C'est un honneur de vous avoir, docteur. Pour tous ceux qui nous suivent également, il y aura beaucoup de questions. Il y a vraiment une ribambelle de questions pour vous, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a ce genre de panel. Mais pour ceux qui nous suivent, est-ce que vous savez nous faire ce petit exercice également, de nous présenter succinctement votre parcours? D'accord, merci Marvin. Merci pour l'invitation encore. Alors, je suis bien sûr Maryse Kwa. J'ai effectué mes 2 premiers cycles universitaires ici au Congo. Donc, j'ai obtenu ma maîtrise de physique en 2008 à l'université Mayangoabi, la faculté des sciences et techniques. Puis, je fus sélectionnée pour une bourse de doctorat en Italie qui a été financée par le Conseil européen de la recherche. Donc, j'ai soutenu ma thèse en 2015 en physique, option nanotechnologie et nanosciences. À la suite de ma thèse, j'ai travaillé pendant 1 an dans un laboratoire toujours en Italie. On appelle cela un post-doctorat pour un projet de recherche. Et donc, j'ai aussi fait une pause de maternité, bien sûr. Puis, j'ai décidé de retourner ou de revenir au Congo en fin 2016 ou 2017, si je ne me trompe pas. Donc, présentement, je suis enseignante-chercheur, enseignante au parcours physique à la faculté des sciences et techniques, Université Mayangoabi, et chercheur associé au niveau de l'unité de recherche en nanomatériaux et nanotechnologies qui se trouve au sein de la cité scientifique sous tutelle du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation technologique. Donc, pour parler de recherche, j'évolue dans la recherche appliquée et la recherche fondamentale. Je ne sais pas si vous arrivez à m'écouter là. Oui, le son passerait. D'accord. Dans la recherche fondamentale, nous travaillons sur ce qu'on appelle la modélisation pour prédire le comportement de certaines molécules. Et dans la recherche appliquée, nous travaillons sur les énergies renouvelables en espérant que dans un futur proche, nous pourrons donner l'accès à nos communautés congolaises à l'énergie en utilisant les sources renouvelables de notre pays. Voilà un peu pour moi, pour faire court. C'est tout un honneur. En tout cas, je suis très flatté aujourd'hui d'avoir des cadres sur ce plateau et des cadres qui servent le pays, qui sont sur le territoire national. On va prendre la toute dernière et avant de nous mettre vraiment dans le bain de cette émission, je vais prendre la toute dernière qui est la présidente de l'association
la présidente actuelle de l'association Yali Congo. Je ne sais pas si elle est avec nous. La présidente Vanessa Metou, que nous allons prendre, qui est avec nous. Bonjour, 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 présidente Vanessa Metou. Et encore bienvenue sur ce plateau. Merci. Je pense que vous êtes devenue une habituée du plateau de Caféine. Merci. Alors, on va refaire le même exercice. Je sais que pour ceux qui vous ont déjà suivi et qui vous connaissent quand même, mais on va faire comme les autres brièvement. Un parcours, votre parcours également, une petite présentation de ce que vous êtes et comment est-ce que vous avez été formé pour être ce que vous êtes aujourd'hui. D'accord, merci Marvin. Alors, mon parcours à la fois étudiant académique, je dirais, et professionnel, j'ai été sanctionnée par un diplôme en master en droit international pénal. Donc, je suis Vanessa Metou, juriste spécialisée en droit international pénal et j'ai eu à évoluer parallèlement dans différentes associations et organisations juvéniles, tant au niveau régional que continental. Je suis activiste pour les droits des jeunes et professionnellement, j'ai évolué pendant 5 ans dans une société de communication institutionnelle et événementielle et j'ai également été consultante pour d'autres organisations et en 2018, j'ai rejoint le Conseil consultatif de la jeunesse de l'Union africaine où j'évolue depuis et on mène un plaidoyer pour les questions liées au développement de la jeunesse et en parallèle, je suis également consultante pour le programme alimentaire mondial. D'accord. En tout cas, merci d'être des nôtres et c'est un réel plaisir pour nous de vous avoir ici. On va commencer cette émission et moi, je vais commencer, je vais me tourner vers le docteur Maryse Quoi, pour essayer de vous poser la question de savoir qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à postuler pour le programme YALI? Ça, c'est l'une des premières questions. Et avant plus ou moins de nous répondre sur cette question, pourquoi avoir choisi tout simplement les sciences tout en sachant que je pense que je poserai la question pour les deux scientifiques que nous avons ici. Pourquoi avoir choisi les sciences? Parce que très souvent, une femme dans les sciences, il y a une mauvaise perception de notre société. Moi, j'aimerais savoir pourquoi avoir choisi les sciences et pourquoi vous avez postulé également pour le programme YALI au détriment peut-être des autres programmes qui existaient. Voilà. D'accord, merci Marvin. Moi, j'ai toujours été émerveillée par la science depuis mes années lycée. En fait, c'était le fait de pouvoir interpréter certains phénomènes de notre vie de tous les jours à travers les équations. Ça m'a toujours fascinée et voilà pourquoi est-ce que j'ai toujours voulu suivre ce chemin-là. Mais en faire un métier, c'est aussi par rapport à certains modèles, certaines figures devant moi. J'ai ma sœur qui a commencé à faire de la recherche bien avant moi et j'étais émerveillée déjà à l'époque de savoir qu'elle puisse faire ce métier atypique parce que pour moi, je suis chercheur, pourquoi? Mais j'étais déjà émerveillée par son choix de carrière. Donc, ça m'a motivée par rapport à ce que je voulais faire. J'étais déjà passionnée à résoudre des équations, à comprendre pourquoi est-ce que je résous ces équations-là, parce qu'ils ont un lien avec les phénomènes de notre vie de tous les jours. Et j'ai décidé que je veux faire de ça ma carrière. Mais non seulement cela, décider également que je voudrais partager ma connaissance, donc enseigner. Voilà, donc la première des choses, c'est depuis les années lycée et puis ceux qui se trouvaient devant moi. À présent, la deuxième question, comment est-ce que j'ai postulé pour YALI? En effet, quand je suis rentrée d'Italie, le but était de monter cette unité de recherche. Mais j'ai un profil purement académique. Comme chez nous, on dit, je suis restée trop longtemps sur le banc de l'école. Donc, je n'avais pas l'esprit managérial du tout. Comment monter, gérer le personnel et tout. Et je n'avais pas le temps pour suivre des formations de 2 ans en business, ainsi de suite. Je côtoyais déjà certains YALI, mais je n'y prêtais pas cas. Mais après, quand je me suis dit que j'avais besoin de ce leadership d'une formation, je me suis informée, j'ai postulé. J'ai postulé sans faire savoir à ma sœur parce que j'avais la peur de rater l'entretien.
vu qu'elle est tellement parfaite. Donc, j'ai caché et je l'ai fait savoir à la fin. J'ai réussi, j'ai été sélectionnée. Elle était étonnée, bien sûr. Donc, voilà un peu comment est-ce que j'ai postulé parce que j'avais besoin de m'acquérir des connaissances dans l'esprit managérial, de savoir comment se confronter à certaines situations par rapport à mon domaine, par rapport au genre, par rapport aux conflits de génération. Ce genre de problèmes qui sont résolus quand, moi particulièrement, quand j'ai participé à cette formation. D'accord. Docteur Cynthia, alors, on choisit la science. Aujourd'hui, vous êtes une tête à la tête une tête également parmi les têtes au laboratoire national. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé à choisir les sciences? Il n'y avait pas d'autre chose? Est-ce que vous n'avez pas d'autre domaine? Et puis vous vous êtes dit, bon, je vais devenir scientifique quand même. Alors, je vais être franche. Au départ, j'étais intéressée par la médecine. Ça reste une science, mais c'est une toute autre science que ce que nous faisons en ce moment. Le point commun, c'est l'homme. Mais ça, au moins, dès le bas âge, je me disais que je veux faire quelque chose qui m'aide à rendre service aux hommes, à les aider, à les soigner, à les encourager. Donc, j'étais beaucoup plus... je voulais faire médecine au début, mais là, c'est vraiment au collège. Et puis, après le bac, ben, comme 90% des Congolais, hein, on se heurte à l'échec du concours de l'INSA. Donc, comme déjà j'aimais la biologie au lycée, je me suis dit que l'alternative était la biologie. Et ça, c'était à la faculté des sciences et techniques. Et je me suis dit que ce n'était pas aussi loin que ça parce que je travaillais toujours dans le même secteur des sciences humaines. Alors, j'ai... La petite histoire avec Yannick. Ça, c'est la petite histoire, mais ce qui m'a vraiment confortée dans le choix, c'est un film, un très vieux film qui, en anglais, ça s'appelle Outbreak. C'est Alerte en français. Ça parle d'une maladie. En fait, c'est de l'Ebola qu'on veut parler, mais ils ont donné un autre nom dans le film où il y a un singe qui vient aux États-Unis qui transfère la maladie à des gens. Et c'est la première fois que j'entendais parler du CDC, des interventions, de ce que les gens pouvaient faire, des biologistes. Et je me suis dit, ça, c'est ce que je vais faire plus tard. Donc, ça a été l'un des grands déclics. Et je me suis dit, bon, je vais continuer dans la biologie jusqu'à avoir eu ces opportunités qui m'ont permis de venir très tôt au laboratoire national et de faire ce que j'ai toujours aimé. D'accord. Pour nos deux représentantes du Congo, celles qui sont au niveau de l'Union africaine, je me retourne vers vous. Comment vous faites-vous pour vous retrouver un jour au sein d'une grande institution comme l'Union africaine? Est-ce que vous avez toujours eu une passion pour travailler pour les organisations internationales ou est-ce que c'est un coup de grâce pour vous? Et pourquoi est-ce que vous vous retrouvez également, comment est-ce que vous vous retrouvez également dans un programme YALI? Et dans quelle atmosphère? Je vais commencer par Madame Bilampati Moutassi. Voilà. Merci Marie. Alors, en ce qui me concerne, j'ai toujours aimé en fait travailler dans une organisation internationale. Ça a toujours été mon rêve depuis l'enfance. Et en fait, le déclic, tout a commencé en 2002, un an après l'obtention de mon bac au lycée de Mushingo. Donc, j'ai fait mon bac au Congo au lycée de Mushingo. Un an plus tard, je me retrouve à Arusha en Tanzanie, notamment au tribunal pénal international pour le Rwanda. Alors, c'est un tribunal qui avait été mis en place par les Nations Unies suite au génocide, en fait, qui avait eu lieu au Rwanda. Alors, j'étais dans un environnement où les gens venaient un peu de partout. Et ça, vraiment, ça m'avait vraiment... c'était en fait le déclic. Je m'étais dit, tiens, je souhaiterais un jour rejoindre une organisation internationale, que ce soit les Nations Unies, mais surtout une organisation africaine continentale. Alors, j'ai commencé donc depuis 2002. Je me suis dit, bon, c'est pas donné. Si on veut y arriver, on doit vraiment se donner les moyens. Alors, en 2003, j'étais en première année à l'université, donc pendant les vacances. Je suis allée faire un stage à Nairobi au Kenya, un stage au précis non payant. C'est un stage non payant. Je me suis battue à trouver le billet d'avion, à trouver le logement. Donc, je suis allée au Kenya parce que je voulais déjà connaître, en fait,
ce milieu, comment ça fonctionne. Donc, je me suis retrouvée au bureau du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Voilà comment je passe mes 3 mois là-bas. Et quand je reviens, pendant que je faisais mes études, j'ai eu à faire des petits stages, par exemple à Swiss International Airlines. Après, au fur et à mesure que j'ai avancé, j'ai mené des études, par exemple, avec l'Agence française de développement, une étude qui avait porté, par exemple, sur les organisations confessionnelles. J'ai travaillé comme observatrice électorale au Cameroun avec Transparency et l'Union européenne. Donc, j'avais couvert la phase pré-électorale, électorale et post-électorale. Après cela, je commençais toujours vraiment, j'étais dans le bain et j'avais même décroché un poste ici au Congo, à Brazzaville, au HCR. Bon, malheureusement, voilà, je n'avais pas pu signer le contrat et je m'étais retrouvée au Mali juste au moment où je devais rejoindre la MINUSMA, qui est la mission de paix aux Nations Unies au Mali. Voilà comment, en fait, je me retrouve à l'Union africaine. Mais avant même déjà l'Union africaine, depuis 2011, tout à l'heure dans mon parcours, je vous ai dit que j'ai suivi beaucoup de formations à l'école de maintien de la paix à l'île d'Andébey. Alors, pendant que je suivais ces formations, j'avais marqué en fait positivement, j'ai été remarquée positivement. Voilà comment donc on m'avait fait appel, j'avais suivi la formation de formateur et depuis 2011, je fais donc partie, je suis dans leur base de données. Jusqu'à présent, je travaille là-bas comme temporaire et même quand je suis à l'Union africaine, pendant mes congés, je vais servir l'école de maintien de la paix. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre qu'en 2017, j'étais à Brazzaville où j'ai renforcé les capacités des officiers congolais, 50 officiers dans le domaine des opérations de soutien à la paix. Ma dernière expérience avec l'OMP, c'était l'an dernier. Nous étions en Tirabé, à Madagascar, où nous avons également renforcé les capacités des officiers malgaches. Donc voilà, bien que étant à l'Union africaine, voilà comment j'occupe mes congés. Et le déclic, en fait, qui est allé en 2013, voilà comment l'opportunité donc se présente au sein de l'Union africaine. J'ai en réalité été nominée. J'ai été nominée et quand j'arrive, j'ai passé l'interview qui était justement une réussite. Et donc voilà ce que je peux dire. Ça a été un rêve et j'ai mis vraiment, j'ai travaillé fort pour arriver. Et ce rêve, en fait, s'est accompli aujourd'hui. Avant de prendre la présidente Vanessa Metou, est-ce que l'Union africaine ne suffisait pas? Est-ce que ce n'était pas déjà un tremplin que d'aller encore faire un programme YALI ou c'était juste une soif de toujours faire des programmes? YALI, en fait, lorsque j'arrive à l'Union africaine, c'est-à-dire la même année, je voulais postuler pour YALI. Oui. Bon, mais quand j'arrive, je venais de prendre fonction, donc je ne pouvais pas. Du coup, j'ai laissé tomber. Bon, une année, deux ans après, 3 ans après, bien évidemment, il fallait négocier en mon absence parce que YALI, c'est quand même 6 semaines. Donc, il fallait accumuler les congés, les accumuler pour pouvoir aller faire le programme. Alors, ce qui m'avait motivé pour postuler pour YALI, je voulais tout d'abord accroître mon sens de leadership. Oui. Je voulais accroître mon sens de leadership, je voulais stimuler en fait mon engagement social également. Et YALI étant un programme compétitif, je voulais avoir la certitude. Vous savez, en Afrique, la jeunesse représente plus de 50% de la population. Alors, je m'étais dit, YALI étant un programme très compétitif, si jamais je suis sélectionnée, ben, j'aurai cette certitude que je fais quand même partie des jeunes. Je fais partie parmi les jeunes les plus brillants du continent. Donc, c'était l'une, en fait, de mes motivations également. Maintenant, quand je postule pour YALI, il s'est posé un problème avec moi parce que j'étais déjà dans l'administration publique. Je voulais faire autre chose. Je voulais faire de l'engagement civique. Je voulais faire, et tout est parti, en fait, des événements du 4 mars. J'étais à l'étranger. J'étais venue au secours des victimes. À l'époque, l'aide était orientée vers le ministère des Affaires sociales, mais lorsque nous étions arrivés, on avait fait un plaidoyer. J'avais pu arriver sur le terrain, être en contact avec les bénéficiaires. Alors, c'était une expérience assez hyper intéressante. Parce que lorsqu'on venait, l'aide s'était acheminée, c'était des histoires comme le savon, l'huile, etc. Mais arrivé sur le terrain, j'étais en face de femmes qui avaient besoin, elles avaient des besoins sexuels spécifiques, c'est-à-dire liés aux femmes, elles avaient besoin des serviettes hygiéniques, etc. Donc, lorsque j'ai postulé pour YALI, c'était pour aller faire de l'engagement civique.
D'accord. Mais la sélection a été faite, en fait, lorsqu'ils ont vu mon profil. Finalement, je me suis retrouvée à faire de l'administration publique, en fait, que je faisais déjà. Mais qu'à cela ne tienne, ça a apporté en plus. Ça a été bénéfique encore et ça a apporté une valeur ajoutée dans mon travail. Merci beaucoup. Présidente Vanessa Metou, travailler aux institutions internationales, il y en a de ceux qui donneraient les pieds et les mains, et il y a des femmes qui rencontrent souvent des obstacles. C'est jamais facile. Vous, aujourd'hui, vous êtes conseillère aujourd'hui au Conseil consultatif de la jeunesse. Qu'est-ce qui vous a ramené à ce poste? Comment vous l'avez vécu et quel est le déclic? Je vais encore reposer la question parce que c'est vrai qu'on a eu à l'évoquer lors du panel précédent, mais on va encore revenir sur ça. Quel a été le déclic? Comment est-ce que vous avez été choisi pour le YALI? Alors, je vais dire, être au service des institutions internationales, c'est un rêve d'enfant. J'ai toujours voulu me retrouver au siège de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et donc, toute jeune, j'avais déjà cette aspiration et j'étais portée sur l'international. Je ne me suis jamais vue au niveau national. J'ai toujours rêvé accéder aux grandes instances de décision, porter ma voix, défendre des causes auxquelles je m'identifie. Et donc, parce que j'ai été passionnée par les relations internationales et tout ce qui était question de maintien de paix, de sécurité, je me suis donc engagée d'abord vers le droit. C'était dans le but de m'orienter vers la diplomatie plus tard. Mais passionnée du droit, je me suis retrouvée je me suis retrouvée à comprendre que tout était lié. Et donc, j'ai évolué ainsi, toujours en gardant mon ouverture d'esprit sur l'international. Je vais dire que je n'ai pas attendu que les instances internationales viennent à moi, mais j'étais déjà au cœur de l'actualité internationale. Je veux dire, je n'ai pas découvert, par exemple, la charte de la jeunesse africaine en étant à l'UA, je n'ai pas découvert l'agenda 2063. Je n'ai pas entendu parler de la Commission des droits de l'homme et des peuples en étant à l'Union africaine. Je veux dire, j'avais déjà un bagage sur toutes ces questions qui alimentaient ma curiosité, qui me passionnaient moi sur le fonctionnement des relations internationales et autres. Donc, j'ai toujours eu une portée pour ces choses. Et donc, en tant qu'activiste pour les droits de jeunes, je veux dire qu'au-delà de ma carrière professionnelle en tant que juriste, il y a toujours eu ce battement de cœur pour les questions de jeunesse. Donc, je militais au sein des associations et ONG où justement il y avait cette représentativité régionale et autres pour les questions de jeunesse. Donc, pour moi, c'est une suite logique. Et donc, toujours dans la veille Internet, je suis tombée sur des opportunités, tant d'opportunités qu'il y a à travers la toile qui m'ont permis de bénéficier à certaines formations, à participer à certaines assises internationales au nom de la jeunesse. Et donc, c'est comme ça que je tombe sur l'annonce de l'Union africaine qui cherchait une envoyée ou un envoyé à l'époque pour les questions de jeunesse. Et moi, je savais que j'étais déjà très active sur ça. J'avais un parcours de mes 16 dernières années d'activiste et je me sentais portée par la vision panafricaine du développement de la jeunesse. Donc, je me disais, why not? Et c'est comme ça que j'ai postulé dans cette aventure et que je me suis retrouvée là. Et Yali, c'est une autre histoire d'amour qui débute également toujours sur Internet, dans ma veille Internet. Je tombe sur le programme en 2014. Je n'avais pas l'âge pour, mais je me suis dit, je ferai l'année prochaine. Et donc, en 2016, quand j'ai 25 ans, je suis assez éligible pour ce programme. Pour moi, c'était important de participer à ce programme parce que je me reconnaissais déjà leader dans ce que je faisais. J'évolue au sein d'une plateforme d'un Conseil national de la jeunesse au niveau du Congo. Donc, j'avais tous les critères, moi, pour participer à ce programme. Et je savais que c'était un programme pertinent. Et je savais qu'en participant à ce programme, je gagnerais forcément dans mon leadership et dans de nouvelles connaissances qui me permettront d'être pointilleuse. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert le programme Yali. J'ai sauté. Et après le programme Yali, c'était un boom. Je vais dire que le programme Yali m'a fait réaliser mon potentiel, m'a encouragée dans ma vision. Et grâce au programme Yali, j'ai eu cette audace pour avoir été sélectionnée, comme le disait Chancel tout à l'heure. Quand on est sélectionné parmi 40 000 Africains et qu'on compte parmi les 1000, on se dit, je suis dans le top. Et ça nous forge. Du coup, on a cette assurance. C'est cette assurance qui m'a conduit à continuer à entretenir des rapports de collaboration où je suis consultante avec d'autres organisations internationales et de postuler parce que je me dis, j'ai le potentiel, je n'ai pas de limite, donc je pense. D'accord.
Je vais vous poser une question pour toutes les quatre. C'est une question qui est valable pour toutes les quatre. Vous avez été des YALI, vous avez acquis, vous avez eu des acquis plus ou moins au cours des programmes YALI. Je voudrais, moi, vous poser la question suivante. Dans du concret, donnez-moi des cas concrets dans lesquels vous avez mis à profit les acquis que vous avez plus ou moins obtenir lors de vos programmes YALI. Je vais commencer par la docteure Santiago Mankwa, qui va nous dire au moins dans le concret, comment est-ce que dans le concret ou au quotidien, vous mettez en pratique ce que vous avez acquis lors du programme YALI. Alors, concrètement, c'est comme l'a dit le docteur Marie, c'est vraiment dans le management. Si vraiment j'ai gagné personnellement par rapport au programme YALI, ce que j'ai pu gagner, c'est vraiment dans le management. J'ai transposé ça dans mon monde scientifique. Au laboratoire national, nous faisons beaucoup de choses, mais c'est très peu connu de la population parce que nous sommes dans notre cocon scientifique où on fait ce que l'on fait et puis voilà, on ne communique pas assez, ce qui fait que même la population ne sait pas ce que nous faisons. Et en interne, au fur et à mesure que j'avançais dans la maison, je me rendais compte qu'il y a vraiment de grands cerveaux ici, mais le soubassement n'accompagnait pas souvent les têtes dans les tâches, ce qui fait que la maison ne reluit pas tel que la maison devrait reluire. Donc, il fallait donc voir ça, voir la base. Pourquoi est-ce que les techniciens qualifiés de l'État ou les techniciens ne font pas aussi bien leur travail qu'avant? Moi, je suis dans une direction qui est dénommée la direction de la recherche et de la production. Et chaque jour, ce que je m'efforce, non seulement à transmettre le peu que je connais à mes collaborateurs, à mes collègues, mais aussi ceux qui n'arrivent pas à faire, je les accompagne. Donc, il y a une sorte de mentoring que j'ai appris grâce au programme YALI que je mets en exergue. Ça, c'est de 1. De 2, c'est dans la négociation. On nous a appris avec ce programme de ne pas rester cantonné dans notre système public tel que nous le voyons ici, de collaborer, de discuter avec des privés, des funders, comme on dit, des gens qui peuvent financer vos travaux et tout. Et je peux dire que maintenant, en 2020, je fais partie des têtes qui, quand il faut discuter avec des partenaires, je fais partie de ces équipes-là au laboratoire national. Parce qu'on sait que pour l'intérêt de la maison, il faut envoyer Cynthia, elle va discuter avec tel partenaire, elle n'est pas oui, elle sait quand il faut donner. Il n'y a pas eu une sorte de rejet de votre technique, par exemple, dans la manière de faire? Est-ce que parce que c'est souvent difficile dans la pratique, quand vous venez de l'Occident, vous avez acquis quand même une certaine connaissance. Il y a un certain contraste avec la technique locale, mais est-ce que vous avez quand même eu ces difficultés? Bien sûr, ça c'est évident. Il y a un choc de culture. Déjà, moi, en faisant ce programme à Miami, parce que j'ai passé 6 semaines à l'Université internationale de Floride à Miami, le contexte n'a rien à voir avec Marien Ngouabi, c'est clair. Donc, c'est un petit choc. Bien qu'ayant participé à plusieurs formations en amont, en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est ou ailleurs, mais c'est quand même un choc. Ce n'est pas du tout notre culture. Puis, j'ai passé 6 semaines de stage au département de la santé de Cincinnati. Et là, c'est 2 villes totalement différentes dans un même pays où c'est bling-bling à Miami et c'est de la pauvreté dans l'État de l'Ohio à Cincinnati. Donc, déjà là, ça te choque en tant qu'Africaine, te rendre compte que non, ce n'est pas aussi rose que ça les États-Unis, mais au moins, ils capitalisent leurs avoirs. Donc, quand je suis de retour au pays, j'essaie de mettre en pratique ce que j'ai appris dans l'aspect, j'insiste, vraiment managérial, des aspects scientifiques qu'il y avait ici, là. Je me suis heurtée, bien entendu, à certaines difficultés, à certains rebuts, mais je pense que nous avons avancé parce que je ne me suis pas contentée du mur que j'avais en face de moi. Il fallait négocier. À des moments, il fallait se rabaisser pour attendre le bon moment, pour discuter avec des collègues, pour les amener à voir le fond, l'objectif qui était justement le bien-être de la maison et même leur bien-être. Il y a des techniciens que nous avons ici. Moi, je parle souvent d'une
qui m'impressionne jusqu'à aujourd'hui. Elle est technicienne qualifiée, elle a le bac, mais à l'entendre parler, à l'entendre réfléchir, elle a un niveau licence ou master, mais les conditions dans lesquelles elle a grandi ne lui ont pas permis d'aller plus loin. Donc, moi, en tant que supérieure hiérarchique, ce que je fais, c'est que je l'accompagne, je booste, je l'aide à subir certaines formations, in situ ou autres, et elle avance. Et quand tu la vois, tu es fier de voir que oui, tu as une collaboratrice qui est capable de défendre scientifiquement certains aspects. Voilà, concrètement, on va dire. Ouais. D'accord. Présidente Vanessa Métou, dans le concret, comment ça se vit? Comment est-ce qu'on met en pratique un peu ce qu'on a eu à acquérir lors des programmes YALI dans le concret? Est-ce qu'il y a un cas pratique que vous savez nous présenter dans vos réalisations? Alors, pour ma part, je parlerai de la résilience parmi tant d'autres choses, parce que on nous prépare à ce choc culturel. Quand on part, on est super enthousiaste, mais quand on revient, la réalité est souvent contraire à tous nos acquis. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que quand vous reviendrez, vous aurez envie de changer la rage, de changer les choses, mais après, vous serez confronté à la réalité. Et là, c'est là où le leadership prend le dessus, parce qu'il n'est pas question de se dire, c'est trop difficile, ici, on comprend rien, j'ai envie de changer les choses, mais on met des bâtons dans les roues, donc je botte en touche. C'est justement cette résilience d'apprendre à réfléchir en dehors du box dans lequel on nous met, de trouver des solutions adaptées à notre réalité et de contribuer à ce qu'on peut apporter pour notre communauté. Donc, vraiment, la résilience, c'est quelque chose de pratique qu'on vit au quotidien. Et aussi, il y a rendre en retour à la communauté. Ça, c'est vraiment l'une des grandes leçons. Dans la communication, quoi, par exemple. Donc, la manière en investissant, justement, il y a eu ce partage d'expérience avec d'autres jeunes, justement, dans les activités de sensibilisation autour du leadership, pour également, eux, leur partager notre fièvre et comment ils peuvent améliorer les choses, être eux-mêmes des acteurs de changement pour le Congo que nous voulons sans pour autant attendre que l'État vienne faire les choses. Donc, de manière concrète, c'est vraiment ce partage d'expérience donné en retour à la communauté à travers la transmission du savoir, la création de mon ONG qui est un cadre de transfert de compétences. Donc, de manière concrète, vraiment, c'est ça. Et puis, il y a la prise de parole en public qui est un exercice qui nous a beaucoup aidés. Aujourd'hui, franchement, je pense que les Yali qui sont, ils savent s'exprimer avec leur cœur et c'est une force et c'est une marque déposée du programme Yali. D'accord. Madame Bilampassi également, qui est une Yali et qui est tout comme votre collègue, la présidente Vanessa Métou. Comment ça se vit, cet acquis-là, tout ce que vous avez eu à obtenir dans Yali également, une fois que vous avez fini, vous rentrez au pays, comment vous mettez ça en pratique avec un cas concret? Alors, merci Marie. Je dirais tout d'abord que a boosté mon engagement à mieux servir, je dirais, l'Union africaine à travers ses valeurs. Donc, grâce au programme YALI, aujourd'hui, je mets mieux en pratique des valeurs telles que, par exemple, le respect de la diversité, le travail d'équipe, l'intégrité, la transparence, la responsabilité, voilà, le partage d'informations. Donc, voilà ce que je peux dire d'emblée dire. Ce que Yali m'a vraiment apporté. Donc, mon engagement à travailler pour l'unité, à travailler pour la paix, à travailler pour la prospérité de l'Afrique a été grandissant. Maintenant, très pratiquement, j'ai suivi, comme je l'ai tantôt dit, ma formation a été sur l'administration, basée sur l'administration publique. Oui. Mais aujourd'hui, je peux vous me suivez? Oui, je vous écoute, je vous écoute. Ah oui. Ah, d'accord. Alors, aujourd'hui, je peux dire, aujourd'hui, je me retrouve dans les 3 tracts de Yali, que ce soit en engagement civique, que ce soit en administration publique et même dans le business et entrepreneuriat. Je commencerai par l'administration publique. Alors, au niveau de l'Union africaine, par exemple, aujourd'hui, je me retrouve, je deviens comme la bibliothèque du département. La bibliothèque du département, donc il y a des grands dossiers que je gère. Quand le directeur a besoin d'un dossier, souvent c'est à moi, on me fait appel. Alors, Vanessa, aujourd'hui, elle fait partie du conseil consultatif de la jeunesse. Ça, c'est un programme qui a été, par exemple, piloté par mon département. Le président de la commission voulait nommer une envoyée. Alors, nous avons apporté des conseils
faudra que ça soit compétitif. C'est mieux de lancer les appels à candidature, comme ça les jeunes vont postuler et on sélectionnera les meilleurs. Alors, je peux vous dire, j'étais en charge, j'ai drafté l'appel à candidature, j'ai drafté les TOA, aussi bien en anglais qu'en français. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai apporté et j'ai participé au screening sur la base de ce qui se fait à Yali. Par exemple, ce que j'apporte en retour à Yali depuis 2016, je fais partie du comité Yali Ridas, c'est-à-dire nous faisons le pré-shortlisting. Voilà comment je contribue. Je suis à l'Union africaine, on m'envoie les dossiers des potentiels en fait Yali et j'examine. Alors, j'avais donc pris le canevas que nous utilisons à Yali pour donner en fait à l'Union africaine pour dire si nous voulons les meilleurs, si nous voulons une envoyée spéciale avec un bon conseil, appliquons cela. Et ça a été fait et c'était magnifique. Donc voilà un peu ce que Yali m'a apporté. Nous avons un programme phare au niveau de l'Union africaine, notamment le programme des jeunes volontaires de l'Union africaine. Un programme également très sélectif. Alors, ce que nous avons apporté lorsque nous sommes arrivés, il y avait quand même un souci. On avait des pays où on retrouvait plus de jeunes. Alors, ce qu'on a fait, on s'est battu pour qu'aujourd'hui, chaque pays soit représenté. Donc, c'est ça, que ce soit inclusif. D'où, chaque année, nous prenons 2 par pays, un jeune homme et une jeune femme, parce qu'on tient également en compte les questions de genre. Donc, voilà comment est-ce qu'on essaie un peu d'influencer au niveau peut-être des décideurs, au niveau de l'Union africaine, nous apportant notre contribution. Alors, je parlerai par exemple ce que nous étions, vous savez, nous étions aux États-Unis. Par exemple, moi, j'étais à Richmond, à Commonwealth University. Nous étions plus de 50 jeunes Africains. Donc, chacun dans son domaine. Quand je suis rentrée, par exemple, ce que je fais maintenant sur le terrain, l'année dernière, j'ai un peu visité les hôpitaux de Monseigneur. Alors, du Congo, j'étais sidérée. Alors, ce que j'ai fait de l'engagement civique. J'ai, par exemple, fait un don des draps, c'est-à-dire avec mon financement, j'ai passé la commande d'une centaine de draps en coton que j'ai remis dans un hôpital du pays parce que les malades dormaient à même les matelas. Donc, voilà ce que j'apporte, ce que Yali m'a donné comme un plus. Je soutiens. En 2018, j'ai mis en place un prix d'excellence, par exemple, pour les jeunes qui avaient eu les bacs. J'ai eu à primer. J'avais rencontré le premier sur le plan national. Donc, je lui avais donné une petite, je dirais peut-être une prime, en fait. Voilà. Donc, j'ai primé les meilleurs. J'aide les jeunes défavorisés également. J'aide à scolariser. Par an, je prends au moins 10 jeunes. Alors, pour moi, ça, c'est vraiment le concret. Je suis également sur le terrain. Et à côté de cela, aujourd'hui, j'ai mis en place une petite maison que j'appelle aujourd'hui la Grande Royale, où j'essaie de faire un peu dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, j'aide les jeunes, je donne de l'emploi aux jeunes. Je demande aux jeunes, ne soyez pas seulement les demandeurs d'emploi, mais soyez des créateurs d'emploi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Les jeunes me disent, par exemple, nous, on peut faire du beurre de karité. Ah bon? Vous les faites à combien? Non, nous les faisons à 1000 francs. D'accord. Est-ce que si vous me donnez à 800, je peux prendre 1000 boîtes? Les jeunes disent, OK, alors moi, ce que je fais, le beurre de karité qui est vendu, par exemple, à 5000 francs le pot en ville, oui. Je prends les femmes qui n'ont pas de boulot, je leur dis, bon, écoutez, je vous laisse la boîte à 2500 ou à 2000. Donc, vous vendez à 3500. Si vous parvenez à vendre 10 boîtes, ça vous donne de l'emploi. Ça vous donne de quoi, par exemple, vous nourrir. Donc, voilà un peu de façon générale. J'essaie également de booster les jeunes. Voilà, en fait, ce que Yali m'a apporté parce que ça m'a permis d'être dans un milieu où des jeunes, voilà, faisaient dans beaucoup de domaines. Et un travail de leadership dans l'ensemble. Merci. C'est tout à fait clair. Merci. Le docteur Marine Kouai, tout à l'heure, nous a dit qu'on va la prendre également. Elle nous a dit, dans le début de cette interview, que le management a été un fort. Ça a été plus ou moins, il y a eu un renforcement de capacité. Mais dans la pratique, comment ça se fait un peu? Comme disait la présidente Vanessa Metou, elle disait, on sort de là, on vient, on se dit, bon, on va changer le Congo, on va tout changer, et puis je suis superwoman. Mais comment ça se fait dans la pratique, en fait? Tous ces acquis-là, un cas concret, par exemple, qui a fait que vous sortez fraîchement de Yali, vous arrivez au pays, comment vous l'avez fait, en fait? Effectivement, merci Marvin. Effectivement, comme Vanessa l'a dit, on croit qu'on va tout changer, mais il y a un point très important qu'on nous apprend pendant la formation Yali, c'est d'apprendre à changer d'abord dans son entourage, avant de croire qu'on va changer le monde.
Donc, moi, quand je parle d'entourage, c'est d'abord avec mes étudiants. C'est changer la manière de superviser, d'encadrer les étudiants. Parce que vous savez, à l'époque, on ne pouvait même pas approcher son docteur ou son professeur par peur. Parfois, et pourtant, il y a du potentiel. Donc, ce n'est pas d'être en amitié avec ses étudiants, mais c'est de créer une relation concrète pour un partage de connaissances. Ça, c'est ce que nous avons appris pendant la formation YALI. Et ça, c'est ce que j'applique aujourd'hui. En fait, et le plus important, c'est d'être des ondes de choc, dans le sens où ce que nous, on fait avec nos étudiants, eux également, ils peuvent le faire avec quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça qu'on peut changer tout son entourage et puis peut-être le Congo, disons. C'est un peu rêveur, disons. Maintenant, d'un autre côté, nous, on a également appris ce qu'on appelle le drafting fundraising, apprendre à écrire des projets pour les financements. Ça, c'est une partie du programme que nous, on a eu à suivre, qui m'a encore aidé parce que j'utilise toujours les mêmes templates, les mêmes formulaires pour postuler à des financements parce que vous savez, en recherche au Congo, si vous n'avez pas de financement, vous ne travaillez pas. C'est pas évolué. C'est pas évident. Et donc, j'utilise jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et depuis 2017, nous avons gagné au moins 4 financements. Mais c'est en utilisant ces templates-là. Dans le management, comme je l'ai dit, quand je suis rentrée, 3 mois après, nous avons organisé un Open Day Laboratory, donc organisé des sessions ouvertes pour nos laboratoires. Et mon ministre de tutelle, en voyant comment est-ce que je parlais à mes étudiants, m'a nommée directrice des ressources humaines immédiatement. Il a vu un potentiel en moi. Avant, je me disais, bon, je suis chercheur, qu'est-ce que je vais aller faire dans les ressources humaines? Mais c'est très important parce qu'il faut des gens, des chercheurs pour comprendre les problèmes des chercheurs dans l'administration aussi. C'est très important. Et aujourd'hui, je croyais avant que ça devait impacter ma recherche, mais ça fait 2 ans que je suis là. Je continue à faire ma recherche et je continue à impacter dans mon entourage la manière de gérer l'administration, la manière d'encadrer mes étudiants. Et bon, peut-être à moins qu'ils viennent se plaindre ici, mais je crois qu'ils ne se plaindront pas parce que j'essaie de faire de mon mieux pour mieux manager. Quand nous écrivons des projets, ce n'est pas que je suis seule dans mon laboratoire, dans mon bureau. Non, je les appelle, chacun écrit un brouillon et nous collectons toutes les informations ensemble. Et ça, on a pris pendant YALI. Donc, c'est un travail d'ensemble. Ça, c'est ce qui me manquait, moi, après avoir fini pendant de longues années sur le banc de l'école. C'est ce que j'ai appris avec YALI. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci beaucoup. Moi, je vais prendre une question également. On va rentrer dans la mosaïque avec vous toutes. Qu'est-ce que vous pensez, vous, en tout cas, mes quatre éminentes intervenantes, vous, qu'est-ce que vous pensez des chances qui sont accordées aux femmes, tant dans le domaine scientifique que dans le domaine des organisations internationales ou autres domaines professionnels? Pouvons-vous mettre dans Vous pensez quoi? Est-ce qu'on accorde autant de chances aux jeunes femmes? Il y a encore des obstacles un peu. Je commence par qui veut quand même me faire un signe quand même pour intervenir. Comme ça, on va rentrer dans le bain. Voilà. Madame Bilapassi, oui, qui va intervenir. Voilà. Voilà. Ok, merci Marvin. Alors, les chances, je dirais, les politiques sont là, les textes sont là, mais le grand problème, c'est la mise en œuvre. Quand je prends par exemple, bon, au niveau de l'Union africaine, je dirais, l'Union africaine est en train de se battre, est quand même en train de se battre lorsque nous prenons par exemple, déjà même la vision de l'Union africaine. Que nous dit la vision de l'Union africaine? Nous avons besoin d'une Afrique unie, d'une Afrique prospère, d'une Afrique en paix, dirigée par ses propres enfants et représentant une force sur la scène internationale. Alors, ses propres enfants, nous avons des femmes, nous avons des jeunes femmes, nous avons des jeunes hommes. Mais est-ce que la parité... Maintenant, est-ce que la parité... Voilà, j'arrive. Si nous prenons, ça c'est au niveau de la politique, si nous prenons l'agenda 2063, notamment l'aspiration 6, elle est basée sur les femmes. On dit on doit compter sur le potentiel des femmes. Maintenant, la question, c'est sur le terrain, il y a un problème. Souvent, les femmes elles-mêmes, elles méconnaissent aussi ces textes. Nous avons des cas, par exemple, nous avons le programme de l'université. Les femmes méconnaissent, en tout cas, je vais vous prendre, hein, en tout cas, ça, c'est un sujet qui vous concerne également, c'est sur la parité, vous êtes des YALI, je pense que vous avez un mot à dire dessus, mais si les femmes méconnaissent, c'est bien dû
quelque part à quelque chose, à un frein. Mais ce frein est dû à quoi? Parce que c'est une réalité de la société souvent qu'il pose. Comment Tout à fait. Voilà, ça, je parlais, par exemple, c'était au niveau de l'Union africaine. Mais l'Union africaine se bat. Maintenant, je vais revenir sur le contexte du Congo, parce que j'ai souvent l'habitude de mener ces débats, notamment lors de la journée internationale pour les droits des femmes. Alors, dans le cas du Congo, je pense qu'il y a un véritable problème. Le Congo, aujourd'hui, a adopté la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui demande en fait une participation plus accrue des femmes. Alors, sur le terrain, nous avons la Constitution même. Si vous prenez l'article 17 de la Constitution, défend les droits des femmes. Mais alors, sur le terrain, j'ai souvent l'habitude de dire, quand vous prenez depuis je ne sais pas combien d'années, plus de 50 ans, jusqu'en 2015, on peut prendre depuis les années 60 jusqu'en 2015, le Congo a compté 340 ministres et à peine 18 femmes, ce qui représente à peine 5%. Dans le gouvernement actuel, il y a eu quand même des avancées. Depuis 2016, nous avons eu 8 femmes ministres sur un gouvernement de 38 ans, ce qui représente 21%. Il y a quand même des avancées, mais c'est à peine 21%. Alors, nous demandons au moins 30%. On nous parle justement de la parité 50-50, mais atteignons déjà les 30%. Et de même, nous voulons des femmes. À quand aurons-nous des femmes, par exemple, ministres d'État? À quand aurons-nous des femmes au grade, je ne sais pas, le grade de général? Aujourd'hui, nous avons l'école de cadets, ce qu'on appelle l'école militaire générale Leclerc. On n'a pas pour des filles. Et ça, c'est le plaidoyer que nous continuons à faire. Quand vous partez au Mali, vous partez en Côte d'Ivoire, ça existe. Donc, voilà, je pense que les textes sont là, mais le problème, c'est l'application. Et c'est le plaidoyer que nous allons continuer de faire. Et aussi, nous exhortons les femmes à connaître leurs droits, vraiment à se battre. Elles doivent s'imposer, parce qu'on ne nous donnera pas ça sur un plateau. Docteur Gomankwa, ce fameux plaidoyer sur les difficultés de la femme dans le domaine, dans le milieu, dans son évolution, comment ça se fait? Quelles sont les difficultés? Parce que vous êtes à la tête du laboratoire national. À travers vous, sans doute qu'il y a des jeunes filles qui veulent devenir des scientifiques, mais elles sont confrontées, il faut le dire, il y a un certain poids également au niveau de la société congolaise qui pèse. Vous faites quelle analyse, vous, des conditions qui sont accordées aux femmes? Alors, franchement, on va se dire les choses telles qu'elles sont. C'est clair que les femmes sont sous-représentées dans tous les domaines, ça c'est déjà un fait. Et c'est encore plus accru dans tout ce qui est science. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Il y a l'aspect culturel. Donc, je vais mélanger le fait que c'est vrai que ça évolue, hein, vraiment, ça évolue, il faut aussi le reconnaître, mais il y a encore beaucoup de personnes, beaucoup de familles pour lesquelles, à partir de 25 ans, une femme doit penser à se caser, à se marier, avoir des enfants, ne pas trop aller loin à l'école, parce que ça fait peur aux hommes. Et il y a beaucoup de clichés comme cela. Donc, ça déjà, quand tu grandis dans un environnement tel quel, tu es moulé, calibré de cette façon, tu te mets toi-même des barrières déjà. Il faut que tu puisses vraiment avoir une forte personnalité ou que tu puisses, au cours de ton parcours scolaire ou universitaire, avoir des gens autour de toi qui t'ouvrent les yeux et qui te font changer cette façon de penser pour pouvoir continuer plus rien. Et ça, c'est la responsabilité qui nous incombe à nous qui avons pu avoir ces opportunités-là de pouvoir transférer le bâton. Et je pense que ça se fait déjà à travers ces panélistes qui sont avec moi et à travers d'autres aussi qui n'ont pas pu participer à ce live. Mais le plafond de verre tel qu'on l'appelle, il est bien là, il est bien présent. Mais personnellement, moi, je reste optimiste parce que ce que je vois à Brazzaville, c'est qu'il y a comme une onde sismique qui est en train de se faire. Il y a beaucoup de jeunes femmes qui sont en train de faire des choses. Dans le domaine des sciences, déjà, il y a le Dr Maryse, il y a le Dr Mamili Tokapeka. Il y a des jeunes qui animent des groupes WhatsApp, comme ceux de Lusabu Group. Il y en a tellement. Il y a Ebalé, qui est un groupe que Sylvia Kombokula qui anime. Je veux dire, il y a tellement de choses maintenant qui commencent à se faire que je me dis que dans 5-10 ans,
nous pourrons changer un peu ce paradigme. Mais présentement, c'est vrai. À l'université, dans les structures telles que les nôtres, être femme, premièrement, être jeune, deuxièmement, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile parce que le jeune doit dire oui et amen à l'ancien. La femme doit dire oui et amen à l'ancien et à l'homme. Donc, quand on a en face de toi une femme qui te dit non, je ne suis pas d'accord, alors que tu es son DG, ben, tout le monde en salle de réunion te regarde. Comment tu es mal poli, tu es mal éduqué, alors que c'est un non objectif, c'est pas de l'impolitesse. Donc, on a encore ces a priori-là vis-à-vis de la femme, mais encore une fois, je sais que demain, ça sera beaucoup meilleur parce qu'il y a quelque chose qui a déjà été avancé. On va y arriver. Merci beaucoup, docteur Gomankwa. Présidente Vanessa Metou, je vous ai vu esquisser quand même un sourire tout à l'heure quand le docteur Gomankwa était en train de parler de ces réalités qui sont propres, les obstacles. Vous n'avez jamais été confronté à ce problème, par exemple, parce que vous étiez quand même, vous, présidente de Yali, et que vous avez tout ce background, et en face de vous, vous avez des hommes qui vous empêchent plus ou moins d'accéder. Je pense que c'est une réalité que connaissent beaucoup de jeunes filles. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette condition, des chances qui ne sont pas vraiment accordées à la jeune femme congolaise? J'abonde dans le même sens que tous les points que vient d'évoquer Dr Ngoma. C'est culturel, mais c'est également social, j'ai envie de dire sociétal, que sais-je. Mais notre environnement est tel que les hommes ne sont pas habitués à faire la place aux femmes. Ils la font dans une certaine mesure et dans d'autres contextes. Mais pour ce qui est de gouverner, pour ce qui est de s'ouvrir à une participation, la femme, elle a si bien dit, Mme Chancel, d'abord quand tu es jeune et que tu es femme, j'ai envie de rajouter quand tu es black dans certaines sphères, c'est qu'il faut que tu brilles, mais pas juste par ton physique, mais qu'on sente que tu es incontournable et que tu as quelque chose à mettre sur la table. Et ça, c'est un défi. C'est pas des fois qu'on manque de confiance en nous, qu'on n'est pas qualifié, mais c'est que ce sont des clichés qui sont comme ça. Quand tu es une femme, il y a des suspicions. On se dit très vite, c'est sûr qu'elle a dû faire la courbette, c'est sûr qu'elle est là parce que c'est la nièce d'eux ou qu'elle c'est la maîtresse du DG, mais on a le potentiel de la femme. Donc, on a toujours ce combat en nous de se dire, OK, je suis stigmatisée parce que je suis une femme et je vais pas me laisser faire. Je vais prouver que je suis pas là parce que j'ai une belle tête ou parce qu'on prétendrait que je sors avec X ou Y, mais parce que j'ai mérité ma place et que j'ai quelque chose à apporter. Donc ça, c'est un combat que nous vivons au quotidien en tant que femmes. Mais moi, je vais dire aux jeunes femmes qui nous suivent en ce moment, la lutte continue. Nos mères ont lutté pour être ce qu'elles sont. On est une génération émergente et on va continuer à lutter, pas pour prouver aux hommes que nous voulons dominer le monde, mais juste pour leur rappeler que nous avons notre place à leur côté et que nous gagnerons à travailler ensemble pour faire avancer des causes qui nous importent tous. Donc ça, c'est vraiment, c'est difficile au quotidien, mais c'est à nous de nous mettre au-dessus de la mêlée, de nous dire, j'ai quelque chose dans ma tête, je peux apporter le changement, alors j'y travaille. Il y a des obstacles devant moi, mais je fais tout pour les faire lever et je fonce. Et si vous avez un conseil, vous, à prodiguer, par exemple, aux jeunes qui veulent vous ressembler, aux jeunes femmes qui bouillonnent de passion, qui veulent, pourquoi pas un jour devenir également représentantes du Congo, au-delà même de l'Union africaine, pourquoi pas l'ONU, pourquoi pas l'OMS, pourquoi pas également être une force représentative du Congo. Quel est le conseil que vous leur prodiguerez? Moi, je dirais, on a besoin de plus de Vanessa Metou, plus de Chancel Bilan-Passy, plus de Dr Nkwa, on a besoin de plus de femmes d'élite. Et donc, le conseil que je donnerais, c'est que les femmes se soutiennent les unes vis-à-vis des autres, ou les unes envers les autres. Quand tu es ici à un niveau, tu sais qu'il y a une opportunité, un profil qu'on cherche pour une personne dont tu connais la compétence, ma sœur. Pour prendre l'autre, tu lui partages l'opportunité parce qu'elle a toute sa place. Plus on sera nombreuses, mieux on va faire bouger les choses parce que la réalité est que plus on avance dans les cercles fermés, plus on se rend compte qu'il y a moins de femmes. Et comment on veut être la voix des femmes si on ne peut pas parler par nous-mêmes? Donc, il est important qu'il y ait plus de femmes à la table de discussion. Et pour ça, il faut créer les conditions, c'est s'éduquer, c'est se former, c'est se dépasser,
Et un conseil, celui-là, il est de Malcolm X. Il dit aux femmes, quand vous avez terminé de faire le ménage, ne venez pas vous vautrer sur le canapé en suivant une série. Prenez un bouquin, ouvrez-le, instruisez-vous. Votre homme, quand il rentrera à la maison, il peut avoir le besoin d'échanger avec vous, mais il sera assuré de lui donner des conseils qui vont avec. Donc, ce n'est pas que pour la dimension maritale ou conjugale, mais en tant que femme, c'est dire qu'au-delà du fait qu'on ait une identité, au-delà du fait qu'on donne la vie et qu'on soit souvent assigné à des tâches ménagères, il est important qu'on investisse en nous. C'est la femme qui brille, qu'on respecte, au-delà de toutes les qualités qu'on a. Merci beaucoup. Je reviendrai également sur vous tout à l'heure. Docteur Maryse Kwa, on est toujours dans le même constat, le constat de la condition et des chances qui sont la parité, pourquoi on va dire, cette question de parité au Congo-Brazzaville. Comment vous l'analysez, comment vous la vivez au quotidien et les conseils que vous pouvez vraiment prodiguer aux jeunes femmes qui veulent vous représenter, parce que moi, je me sens vraiment honoré aujourd'hui d'avoir ces femmes que vous êtes, j'avoue, sans pour autant vous flatter, aller au-delà, mais j'estime que vous êtes une valeur, une plus-value pour le pays, et je pense que vraiment le pays doit avoir un regard sur vous, et c'est très important. Quelle est l'analyse que vous faites, vous, de la parité aujourd'hui de cette question? Merci Marvin. Les dames ont effectivement déjà tout dit, mais ce que je voudrais vraiment préciser, c'est sur les stéréotypes. C'est un très grand problème. Moi, déjà, j'ai un combat personnel parce que il y a un plafond de glace qu'il faut briser, c'est vrai. Dans mon domaine, je suis aujourd'hui au Congo la seule femme physicienne à enseigner au Congo-Brazzaville. Donc, c'est une honte. Ça fait des années que ce département existe. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de dames qui font physique, qui veulent enseigner effectivement? Et je vois beaucoup de filles qui sont passionnées de cette filière-là. Mais elles arrêtent après pour plusieurs raisons, surtout des stéréotypes. Mais je vais faire court pour prendre l'exemple d'une de mes étudiantes. Au début, quand elle est arrivée, elle est plus âgée que moi. Mais quand elle est arrivée, elle m'a dit que, madame, je souhaiterais faire ma thèse, mais j'ai peur par rapport au fait que peut-être que je ne pourrais pas me marier. Et j'explique à cette dame, si tu n'étais pas censée te marier, ce n'est pas parce que tu es physicienne. Ça n'a rien à voir. Sinon, toutes les femmes dans tous les secteurs devraient être mariées. C'est quelque chose que tu veux faire par passion d'abord. Et cette femme aujourd'hui, elle s'est inscrite, elle est en 3e année de thèse. Elle est financée par la Royal Society, elle gagne même plus que moi. Mais donc, c'est pour dire que c'est d'abord parce que je l'ai rencontrée, je l'ai conseillé qu'elle pouvait le faire, elle est fiancée aujourd'hui. Mais si elle rencontrait quelqu'un qui également disait non, effectivement, tu perds ton temps, ainsi de suite. Donc, c'est dans cette direction-là de stéréotypes que nous devons briser. Moi, je continue à briser, à faire mon combat personnel pour que d'ici 10 ans, je trouve qu'il y ait une autre femme qui puisse enseigner comme moi en physique. Est-ce que vous comptez quand même les propositions? Parce que là, vous êtes l'unique femme scientifique qui enseigne, mais est-ce que vous faites des propositions pour pouvoir créer d'autres départements, pour pouvoir créer d'autres axes, afin qu'il y ait également d'autres femmes qui pourront être comme vous, qu'il y ait une chaîne également? Comment vous faites, vous? Oui, mais pour qu'il y ait ces femmes-là, il faut qu'elles arrivent à… Vous savez, pour qu'on soit chercheur enseignant, c'est de longues études. La plupart, elles arrêtent déjà dès leur Master 1. Il faut les tirer pour qu'elles fassent leur Master 2. Parce qu'elles se disent, non, docteur, nous, on préfère s'arrêter, là, on va chercher du travail. Je comprends les difficultés socio-économiques, mais le problème, c'est que c'est un travail que vous voulez faire, c'est votre passion. Quand vous êtes passionné pour quelque chose, les portes s'ouvrent quel que soit quoi, parce que vous avez le potentiel pour ça. Et les gens viennent vous chercher parce que vous avez ce potentiel-là. Donc, c'est vrai qu'ici peut se créer, mais nous, par exemple, à l'Université Mariam Wabi, nous avons un seul parcours. Il y a plusieurs axes, mais il faut d'abord qu'il y ait également ces femmes-là qui arrivent à soutenir leur master. Il faut qu'elles arrivent à s'inscrire en thèse. Aujourd'hui, en thèse au parcours physique, il n'y a que mon étudiante et puis il n'y a que 2, par exemple. Donc, toute l'Université Mariam Wabi, ce n'est pas normal. Donc, elles arrêtent en master la plupart. Maintenant, pour le conseil, moi, je pense toujours aux 3 P. Les 3 P, c'est la passion, la patience et la persévérance. La passion, parce que c'est comme je l'ai dit, quand on est passionné pour son travail, on ne trouve même plus que c'est un travail. On trouve que c'est quelque chose que l'on fait
c'est comme on est en vacances, en fait, tous les jours. Parce que ce n'est pas quelque chose que vous faites, ça n'a rien à voir même le côté financier. Parce que nous, tout le monde connaît comment est-ce qu'on gagne ici en tant qu'enseignant et en tant que chercheur. Mais c'est tellement passionné, j'ai le temps, moi particulièrement dans mon domaine, de gérer mon temps, donc de passer plus de temps avec ma famille. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce métier-là. Mais au quotidien, juste pour la petite brèche, est-ce qu'au quotidien, c'est quand même difficile entre votre vie de femme scientifique que vous êtes et votre vie de famille? Moi, je vais vous poser les questions pour savoir, est-ce qu'on arrive à concilier? Parce que c'est sûr que les gens se posent la question de savoir que vous êtes intelligente, vous arrivez à des hautes fonctions. Et comment vous faites pour concilier avec, est-ce que vous avez autour de vous des personnes qui comprennent vos aspirations et qui marient également vos aspirations? Ou est-ce que vous vous dites, bah, écoutez, je vais de l'avant ou voilà. Bon, ce n'est pas du tout facile, je ne vais pas venir mentir ici, mais il faut avoir un entourage qui vous comprend. Moi, depuis ma mère déjà, elle nous soutient. Elle nous a toujours soutenus dans notre domaine. Donc, quand nous avons un besoin ou vous avez besoin de garder les enfants, vous avez la maman où nous, par exemple, avec ma sœur, on fait du ping-pong avec nos enfants. Donc, elle les prend, je les garde, je finis tard, tu gardes les enfants. Donc, il y a cet entourage-là qu'il faut se créer, des gens qui vous comprennent. Je veux parler pour l'exemple et puis pour ceux qui sont mariés, pour avoir aussi un partenaire qui vous supporte dans vos choix. C'est très important. Parce que si vous n'allez pas, il ne comprendra pas. C'est difficile. Donc, il y a le choix du partenaire qui est lié au fait qu'il doit comprendre vos choix, que ce n'est pas, c'est ça votre travail, c'est ça, mais vous avez connaître aussi prendre du temps pour sa famille. On le fait tout le temps, c'est très important. Maintenant, voilà un peu ce que je veux dire par rapport au temps. C'est toujours pas facile, mais il faut avoir un entourage pour vous aider. Si vous n'avez pas d'entourage, c'est juste impossible. D'accord. Je vais prendre Madame Bilampassi. Alors, Yali a 10 ans aujourd'hui. Vous êtes ce côté féminin de Yali également. Vous êtes des leaders. Outre vous, je pense qu'il y a d'autres femmes également qui sont des leaders. 10 ans pour Yali, ça représente quoi pour vous? Et quels sont les axes que vous voulez donner, que vous pourrez proposer, rajouter plus ou moins à la future vision de Yali? Alors, les axes, moi déjà, je dis, nous devons continuer dans la sensibilisation et si possible dans la formation. Par exemple, Vanessa qui est là ce soir, elle a une ONG à Brazzaville où elle renforce par exemple les capacités des jeunes femmes. Alors, c'est quelque chose de formidable. Donc, nous devons continuer dans cette lancée-là, sensibiliser, former les jeunes femmes. Vous savez, tout à l'heure, on a fait le débat sur toutes ces questions de genre. Mais je pense que les femmes, elles doivent s'imposer par le courage et par l'excellence surtout. Moi, je ne crois pas à la politique de quota. Lorsqu'on dit oui, on veut plus des femmes, prenez les femmes, non. J'ai toujours dit, mettez-moi à un poste, pas parce que je suis une femme, mais parce que j'ai les compétences pour le faire. Donc, voilà ce que je peux dire très brièvement. On doit continuer à sensibiliser, on doit continuer à impacter. Il y a des femmes, elles sont là, mais elles traînent encore les pas à cause justement de tout, à cause des blocages. Donc, rassurons ces femmes-là. Aujourd'hui, peut-être où nous sommes, on se dit, il y a des jeunes qui nous apprécient, mais on a encore du chemin. On a encore du chemin à faire, on continue à se perfectionner, on continue à se former. On n'a presque pas de vie. Pour rebondir un peu sur ce que vous aviez dit tout à l'heure. Moi, personnellement, je n'ai pas de vie. Quand je suis à Addis Abeba, je quitte ma maison à 6h45, 7h. Il y a des fois, je rentre à 23h. Ça, c'est rien que le boulot parce que l'Afrique, nous travaillons pour l'Afrique. Et l'Afrique, c'est 55%. Est-ce dire que comme vous n'avez pas de vie, que vous ne pourriez pas avoir une vie, on ne va pas rentrer plus ou moins dans l'axe, mais est-ce dire, est-ce que ça le dire ainsi, c'est pas faire peur un peu aux futures jeunes dames qui se disent… Non, c'est pas faire peur. Je pense, docteur Maris l'a dit, d'abord la passion. Quand vous êtes passionné de quelque chose, ben vous foncez. Je pense qu'elle a parlé de passion. Lorsque vous êtes passionné, ben vous allez foncer. Et elle a également souligné, on a besoin en fait, il faut avoir des gens qui vous soutiennent. Il faut avoir des partenaires qui sont là pour vous comprendre, pour vous soutenir. Sinon, ça va être difficile justement d'avancer. Voilà. D'accord. Je vais prendre la présidente Vanessa Metou. Alors, présidente Vanessa Metou, s'il fallait faire aujourd'hui un plaidoyer pour la jeunesse, d'abord, moi, j'aimerais savoir
vous êtes conseillère au niveau du Conseil consultatif de l'Union africaine. Les aspirations qui arrivent, qui vous sont destinées au niveau de l'Union africaine, même au niveau du Conseil consultatif de la jeunesse, les aspirations des femmes, quelles sont les aspirations des femmes, en fait, tant du continent africain, également les femmes du Congo-Brazzaville? Alors, je pense que Chancel l'a énuméré dans l'aspiration 6 de l'agenda 2063. C'est une Afrique prospère, portée vers le développement, mais qui se construit avec l'apport des jeunes femmes et des femmes en particulier, des jeunes et des femmes en particulier. Alors, les aspirations des jeunes, je parle parce que je pense qu'en parlant ainsi, je m'identifie à d'autres jeunes femmes qui s'identifient également à moi. Et je pense que où qu'on se trouve, on a les mêmes difficultés. C'est déjà l'autonomisation de la femme, c'est la responsabilisation de la femme, c'est la représentativité de la femme. Je le disais, plus on monte, plus on se rend compte que le cercle est fermé et on a besoin de plus de femmes. Parce que, comme Chancel, je ne suis pas pour mettre une femme parce que c'est une femme, mais on sait que dans le lot, il y a des femmes qui en ont. Alors, le combat, le plaidoyer, l'aspiration pour les jeunes femmes, c'est d'autant plus sensible et plus délicat qu'on est femme et qu'on est jeune. C'est justement qu'il y ait cette représentativité, qu'il y ait plus de jeunes femmes à la table de discussion, qu'il y ait plus de promotion de la jeunesse en tant que telle, plus de responsabilisation et plus d'opportunités en fait pour les jeunes. Si aujourd'hui on vous appelait à des hautes fonctions, outre que celles que vous avez, pourquoi pas devenir ministre, est-ce que vous serez en mesure d'assumer cette responsabilité en qualité de… Je dirais nous sommes à l'école de la vie. On a un bagage, on se forme sur le tas plutôt, et on a de la matière. Donc, tant qu'il faut servir notre pays, notre continent ou le monde, où que ce soit, nous le ferons avec brio. Docteur Gomankwa, je vais vous prendre également. Merci beaucoup, Présidente Vanessa. On va revenir également sur vous tout à l'heure. S'il fallait faire un plaidoyer pour les femmes, parce que vous êtes dans le domaine scientifique, un plaidoyer, par exemple, pour les jeunes femmes qui veulent évoluer dans le domaine scientifique, parce qu'on a des programmes, je pense qu'il faut encore apporter beaucoup plus, renforcer beaucoup plus les capacités des jeunes femmes dès le bas niveau jusqu'à un niveau universitaire. S'il fallait faire un plaidoyer en quelques lignes, quels sont les axes que vous donneriez? Et s'il fallait améliorer, ça c'est une deuxième question pour vous, le programme YALI, d'abord nous dire un peu qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui s'est fait durant ces 10 dernières années. Vous avez été une YALI, première parmi tant d'autres, et qu'est-ce qui doit être amélioré pour les futures années? Alors pour les jeunes filles, je reviendrai sur ce qu'a dit Chancel et mes prédécesseurs, c'est la sensibilisation. Il faut que l'on puisse mettre en place un système de boostage de jeunes filles pour les intéresser aux sciences. Ça, c'est de 1. Mais là encore, il y a déjà quelque chose qui se fait parce qu'on a depuis 2 ans des journées femmes et sciences qu'anime justement Dr Maryse, où elle prend des jeunes filles du collège ou de certains lycées, les emmener dans différentes structures du pays qui font de la science pour pouvoir justement les immerger dans ce domaine-là. Il y a ce que fait Dr Mami et Tokabeka avec le Next Einstein Forum, où c'est aussi une forme de sensibilisation. Ça, c'est ce qui se fait, qui commence à se faire, mais la politique devra aussi accompagner ça en investissant concrètement dans les femmes. Parce qu'en Afrique du Sud, le nombre de femmes chercheurs ne fait qu'augmenter. Par exemple, il y en a de même en Afrique de l'Est et même maintenant en Afrique de l'Ouest. Pourquoi pas en Afrique centrale, pourquoi pas au Congo? Donc, il faut qu'on puisse se rendre compte que de la même façon que la femme, socialement parlant, a un rôle important dans l'éducation des enfants, dans la consolidation de la société, elle a un rôle aussi primordial dans la construction, dans le développement d'un pays. Donc, si vous investissez beaucoup au niveau des jeunes filles, que vous les canalisez, que vous les apportez des valeurs de probité morale, intellectuelle et autres, je pense sincèrement que le Congo pourrait être beaucoup meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Et quant à Yali, par exemple, Alors, Yali,
Il y a à voir et à voir sur Yali. Le programme en lui-même, il a 10 ans. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se sont faites, mais aussi certains couacs. Alors, les filles savent de quoi je parle. À la fin, on nous demandait souvent de dire ce que nous avons trouvé, les bémols du programme et ce genre de choses. Il y a des universités qui, par exemple, ont eu vraiment du mal à faire accepter, ou il y a des étudiants qui ont eu du mal à s'adapter dans certaines universités, où il y a certains autres qui ont fait des stages après leur programme, qui ont eu des stages difficiles. Mais là, vraiment, c'est quelques exemples minimes. Le programme, il est bon, il est excellent, mais rien n'est parfait. Le nombre, voilà, il faut améliorer en termes de mieux comprendre aussi ce que veulent les jeunes Africains, parce que le petit bémol aussi avec le programme, c'est que parfois on veut vous inculquer une certaine pensée américaine, occidentale, pure et dure, mais nous avons nos réalités. Donc, voilà, il faut intégrer ça. Il faut intégrer ça. Nous voulons être des démocraties, c'est vrai, mais nous avançons petit à petit. Nous ne pouvons pas prendre un exemple qui se fait à Washington, D.C. et venir le calquer ici à Brazzaville, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il y a certaines réalités qu'il faut prendre en compte pour pouvoir justement mieux accompagner les boursiers de ce programme. Voilà. D'accord. Alors, juste avant de finir, moi, je vous poser également la même question. Et si aujourd'hui ou demain, vous étiez appelé aujourd'hui à prendre une haute fonction, parce qu'il faut le dire, vous servez votre pays, vous avez été formé sur le terrain, vous sortez de l'école purement congolaise, de l'université congolaise, et si demain vous êtes appelé à des hautes fonctions, est-ce que vous allez les assumer? Parce que moi, je vous ai vu aux côtés du professeur Ntoumi, je vous ai vu également, et je me dis, ben, ça, c'est vraiment l'élite que nous voulons avoir, l'élite féminine. Donc, si demain vous êtes appelé à des hautes fonctions, vous serez en mesure de les assumer plus ou moins? Je ne peux que dire, comme Vanessa elle a dit, nous, tout ce que nous voulons, c'est servir notre pays, hein, que ce soit haute fonction ou autre. Nous voulons juste apporter notre pierre à l'édifice pour un Congo meilleur demain. C'est ça. Quel que soit l'endroit où nous serons appelés, avec qui nous serons appelés, nous restons focalisés sur le but que je pense qui est commun à toutes les quatre, c'est de vraiment améliorer les choses dans notre pays. Nous sommes conscients qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Dans tous les domaines qu'il y a, il n'y a pas d'un domaine meilleur que l'autre. Et ce que nous voulons, c'est améliorer. Donc, si un jour nous sommes appelés à telle ou telle autre fonction, ben, pourquoi pas, pour servir le pays. Mais il faudrait que les gens qui nous soient appelés ou qui vont nous appeler à ces fonctions se rendent compte que, oui, on a notre personnalité, on va servir le pays, on va vouloir vraiment faire du changement. Et donc, on va souvent se heurter à certaines choses. Voilà. Merci. Une dernière question, avant de revenir et clôturer. Comment vous vous voyez où dans 10 ans, vous? Alors, cette question est très tendancieuse pour moi précisément. Dans 10 ans, je me vois... Je préfère laisser la réponse... On va revenir dessus. Voilà. Docteur Maryse Kwa, dans 10 ans, vous vous voyez où? Alors, dans 10 ans, professionnellement parlant, j'espère que je ne serai plus la seule femme physicienne au Congo. J'aurai quelqu'un à côté de moi au moins qui partagera les mêmes intérêts que moi. J'espère également dans 10 ans que notre unité de recherche sera au même niveau international que d'autres laboratoires. Et voilà, j'espère que je serai aussi au mieux d'améliorer la vulgarisation de la recherche dans mon pays, être mieux équipée pour le faire. Voilà un peu ce que je peux dire. Quand même, j'aimerais savoir, quels sont les besoins, qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui afin de mettre sur pied quand même pas mal de choses afin de booster les femmes? Si vous savez nous dire pour ceux qui nous suivent, parce que je suis sûr que cette émission, il y a autant de gens qui nous suivent aujourd'hui, il y a autant d'autorités, peut-être certaines qui n'ont pas eu à entendre parler de vous, mais quels sont les besoins? Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour mettre sur pied des programmes afin de booster encore la jeune femme congolaise? Les besoins, il faut investir, il faut financer.
C'est ça le mal principal. Parce que quand nous nous organisons nos activités, quand nous allons chercher les élèves dans les lycées et ainsi de suite pour visiter la cité scientifique, c'est parfois avec nos propres moyens. C'est parfois en quémandant à Vanessa, à Chancel ou à Saint-Jacques, je voudrais organiser une activité. Donc, c'est ça avec les moyens de bord. Or, si on veut faire les choses en grand, on a besoin de plus de moyens que cela. Il faut vraiment investir dans la recherche. Il faut investir dans ceux qui travaillent dans la recherche parce que le budget actuel, il est le même que celui d'il y a 10 ans de cela. Or que il y a eu de l'évolution, le personnel a changé. Donc, il faut investir dans la recherche pour impacter la communauté. Parce que ce qui est très important, c'est que pour motiver ces femmes en sciences, ça ne doit pas seulement être un problème de notre unité de recherche ou de notre laboratoire, mais ça doit être un problème national. Et quand c'est un problème national, il doit avoir les moyens qu'il faut. C'est ça, en fait, le problème principal. Voilà. Dans 10 ans, plus ou moins, vous nous avez dit ce que vous allez faire et l'état de vos moyens. On va revenir vers vous également pour le dernier mot également, pour ce qu'il faut faire. Je vais prendre la présidente Vanessa Métou. Présidente Vanessa, Yali a 10 ans aujourd'hui, sans nul doute que vous préparez des activités. Je pense que je vous ai posé la question dans le panel suivant. Qu'est-ce qu'on devait apporter comme plus ou moins petite amélioration, peut-être sur le programme ou pas? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais moi, je voulais savoir également, c'est la même question que j'ai posée à la docteure Marine Kwa, les besoins afin que vous puissiez vraiment booster encore la jeune femme congolaise, booster vos projets, les projets qui sont axés sur la femme congolaise et les conseils que vous devez apporter aux jeunes femmes, parce que je vais poser également à Madame Bilambassi, les conseils que vous devez apporter aux jeunes femmes qui doivent croire au programme Yali. Comment vous pouvez vendre le programme Yali à ceux qui nous suivent, aux jeunes femmes qui nous suivent? Alors, je vais commencer par la dernière. Hein. Je dirais que nous sommes les fruits de Yali Congo. Donc, si vous écoutez le parcours prestigieux des docteurs qui ont parlé avant moi, de Chancel Bilambassi, c'est dire que ce programme nous a bonifiés. C'est pas qu'il a fait de nous des personnes que nous sommes, mais il nous a donné le plus qu'il nous fallait pour justement, je dirais, c'est comme quelqu'un qui a été aveuglé pendant longtemps et les écailles tombent de ses yeux et il prend conscience de son engagement, de sa vie, de son potentiel et se dit maintenant je suis invincible. Donc c'est exactement la magie qu'opère le programme Yali. Donc moi j'encouragerais à toutes les jeunes femmes, en tout cas élitistes et qui ont de grands rêves, parce que souvent la réalité nous interdit de rêver, mais il ne faut pas qu'on s'arrête de rêver. Ces filles qui ont de grands rêves, qui nourrissent de grands espoirs, le programme Yali est fait pour elles. Elles ne perdront rien. Au contraire, elles auront tout à gagner. Elles vont se faire un réseau. Elles vont renforcer leurs compétences en leadership et dans des formations par rapport à leur track qu'elles vont choisir. Et elles auront d'autres opportunités de financement. Alors, pour revenir sur les 10 ans de Yali Congo, il y a cette série d'activités initiées en tout cas qui a commencé avec Maître Welcome. Déjà le live précédent, celui-ci et l'association également va communiquer sous son agenda de cette célébration. Ce sera en tout cas essentiellement des panels tels que nous le faisons pour mettre en avant les réalisations des incroyables Yali que nous avons, des différents programmes que nous avons au sein du Yali, les différentes représentations régionales et les Yali Network aussi. Nous allons parler des cours disponibles en ligne et des documentaires, autant de choses à venir. Et s'il faut un message d'accompagnement, comment on peut nous accompagner? Moi, je dirais qu'au-delà de l'association Yali, c'est bien de nous soutenir, de nous accompagner ou de soutenir nos organisations respectives ou nos actions telles que le font Dr Maryse, Dr Itokapeka et tant d'autres, Chancel le fait ici, c'est d'investir dans la jeunesse. Même si vous ne voulez pas nous accompagner, nous, à titre individuel ou en tant qu'organisation, mais investissez dans la jeunesse parce que ce n'est pas assez de dire que la jeunesse est la relève de ce continent et qui représente un échantillon important, mais préparons cette relève, investissons dans cette relève. Si nous voulons avoir un continent fort, il est plus qu'important qu'on passe des discours à une réelle politique, à un réel investissement dans l'éducation, la formation et l'autonomisation de nos jeunes à travers leur structure, à travers l'entrepreneuriat et des tas de choses.
Donc voilà, moi, ce que je vais dire, en tout cas en ce qui concerne l'association. Et puis pour la suite, Dieu nous prêtera vie. On se reverra dans 10 ans, on fera le bilan. On sera certainement, on sera plus activiste. Hein. Pour ma part, dans 10 ans, j'aurai pris ma retraite pour les causes des jeunes. Je suis en train de faire une formation continue. J'aurai certainement soutenu ma thèse. Je rejoindrai Dr Ngono en train de dispenser des cours à l'université. Je serai conférencière à travers le monde sur le leadership. Mais il y a beaucoup de rêves qu'on nourrit et c'est surtout le sentiment de se dire on aura inspiré d'autres jeunes et de se dire on aura impacté des milliers de jeunes à travers le monde, à travers nos actions et de se dire on a fait ce qu'il fallait et on peut prendre notre retraite et voir beaucoup de Vanessa Métou, beaucoup de Chancel Bilambassi à travers le continent et toujours aller de l'avant pour mieux représenter notre continent. Voilà. Je reviens vers vous pour le dernier mot. Je vais prendre Madame Bilambassi également qui va nous dire quelle est sa vision des 10 futures années et comment est-ce qu'elle peut vendre Yali aux jeunes femmes qui nous suivent et qui disent « mais cette dame, elle est à l'Union africaine, elle est écrivaine en plus ». Elle est dans l'entrepreneuriat, et puis voilà, c'est époustouflant ce qu'il y a autour de vous. Comment vous vendez Yali? Qu'est-ce que vous avez donné comme conseil aux jeunes femmes qui peuvent suivre Yali, devenir comme vous? Et la vision de Yali dans 10 ans, plus ou moins. Est-ce que dans 10 ans, peut-être, moi je vous le souhaite, hein, pourquoi pas ministre, pourquoi pas également ambassadrice, pourquoi pas aux représentantes également, j'y crois. Mais pour ces jeunes filles qui vous suivent, le message. Alors, merci Marvin. Déjà, le message, ce que je le fais déjà, chaque année, nous essayons de coacher les jeunes dans plusieurs groupes, que ce soit sur Facebook, on essaie vraiment d'encourager les jeunes à postuler. Vraiment à postuler. Et le secret, comme je le dis souvent, il faut vraiment donner le meilleur de soi. Parce que c'est des programmes vraiment compétitifs. Et c'est le même, je profite également pour dire que ce soit même au niveau de l'Union africaine, Vanessa est aujourd'hui dans le conseil consultatif, mais nous avons reçu près de 100 000 candidatures. Donc, c'est pour dire, c'est la compétition en fait. Oui. Et sur ce, il faut travailler dur. Il faut travailler dur. Il faut vraiment se donner les moyens. Il faut mettre la culture de l'excellence devant et être justement de l'ambition, mais de l'ambition vraiment mesurée. Alors, bien évidemment, pour Yali, on l'a déjà dit, on va continuer à sensibiliser, on va continuer, c'est aussi le plaidoyer, on va continuer à former également. Et je pense que dans Yali, même l'association Yali Congo, nous le faisons à travers des groupes tels que l'Ouzabou. Nous avons des Yali qui ont des clubs d'anglais, on essaie de renforcer les capacités. Alors, donc voilà, c'est le conseil, je vais dire aux jeunes de oser. Oser, oser, oser et vraiment se donner les moyens. Alors, moi, dans 10 ans, je me vois en tout cas en train de plus impacter. Je me vois au devant de la scène parce qu'actuellement, nous faisons souvent un travail, mais on est un peu derrière. Par exemple, je vais vous prendre un exemple. Nous rédigeons, par exemple, des rapports. Lorsque les présidents sont pendant leur réunion, je fais souvent partie de l'équipe de rédaction, je fais souvent partie lors des conférences ministérielles. On est là dans le comité de rédaction des rapports, on prépare les décisions. C'est un peu le travail que nous faisons au quotidien. C'est bien. Mais dans 10 ans, que ce soit, je peux revenir servir le Congo, c'est-à-dire sur le plan national, je souhaiterais être au devant de la scène pour vraiment plus impacter, plus apporter ma pierre à l'édifice. Et si c'est au niveau continental, que ce soit à la CEMAC ou à la CEAC, je souhaiterais également être celle ayant bénéficié des programmes Yali, celle ayant passé aujourd'hui, je suis à ma 7e année à l'Union africaine, toutes ces expériences que je puisse vraiment justement apporter un changement visible, un changement vraiment palpable, que ce soit sur le plan international, rejoindre le système des Nations Unies, occuper aujourd'hui à l'Union africaine, par exemple, je suis P3, mais dans 10 ans, j'aimerais être P5, par exemple. Au moins P5, c'est-à-dire chef de division ou encore directeur d'un département. Donc, au niveau des Nations Unies, être peut-être représentant, pourquoi pas, du secrétaire général. Mais sur ce, je dois effectivement bosser dur. Là, je comptais commencer une thèse, mais on n'a pas souvent le temps. Parce que, disons, c'est loin, mais c'est pas loin. Alors, si on ne travaille pas dur, si on ne se fait pas violence, 10 ans pourra arriver, on restera sur place. Donc, c'est vraiment dans 10 ans, je me vois occuper un poste de responsabilité, que ce soit sur le plan
nationale, continentale, régionale ou internationale pour plus impacter, pour plus apporter vraiment ce changement positif, le leadership transformationnel. Voilà. Donc, c'est ce que je pourrais dire. Merci. Voilà. On va commencer la clôture par vous. En tout cas, ce fut un réel plaisir de vous avoir sur ce panel. Et moi, je vous accorde le dernier mot, en tout cas à votre niveau. Si vous aviez un dernier mot à l'encontre de tous ceux qui nous suivent, à l'encontre des autorités, il faut le dire, des autorités, pourquoi pas, à l'encontre également des acteurs de la société civile et de tous les jeunes qui suivent au fin fond du Congo-Brazzaville, de Mouyouti, pourquoi pas, de Dolisie, de Pointe-Noire, tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Un dernier mot. Merci. Alors, aux autorités, c'est un plaidoyer. Je demande aux autorités, notamment congolaises, d'investir davantage dans la jeunesse. Oui. Investir encore et encore dans la jeunesse. Nous en avons besoin. Parce que nous devons aujourd'hui penser également à ce leadership vraiment participatif. Ça se fait, mais nous en demandons plus. Voilà, c'est le message que je souhaiterais faire passer donc aux autorités. Et la jeunesse, ce que je pourrais dire, les obstacles sont là. C'est pas facile, ça n'a pas été facile, c'est pas facile pour tout le monde. Je n'ai pas voulu peut-être vous parler de mon parcours. J'ai fait le bac au lycée de Musenzo, dans le Niari. On n'avait pas d'électricité. Donc, on n'avait pas d'eau courante. Donc, mais c'était un combat, il fallait se battre. Parce qu'on avait mis la détermination devant. On s'était dit, on va y arriver. Donc, je demande aux jeunes, battons-nous toujours, encore et encore, afin d'apporter une valeur ajoutée. Et donnons toujours le meilleur de nous-mêmes, afin de construire une nation plus forte, une Afrique plus digne, une Afrique plus digne et prospère. Voilà, c'est ce que je veux. Présidente Vanessa Metou. Et surtout aussi, ne baissez pas les bras. Ne baissez pas les bras, faites-vous violence, voilà. Faites-vous violence, postulez, allez sur Internet, cherchez des opportunités. Aujourd'hui, nous avons l'Université panafricaine. C'est une bourse que l'Union africaine octroie aux jeunes. Tout est pris en charge par l'Union africaine. Et de surcroît parce que vous êtes chargé de la communication de l'Université panafricaine. Donc, les jeunes puissent passer à travers vous pour avoir toutes les informations possibles. Voilà, super. Je reste disponible. Il y a la page est disponible également. Nous avons une page Facebook, Pan-African University. Et vraiment, je souhaiterais que les jeunes puissent vraiment saisir des opportunités, notamment les jeunes Congolais. Parce que c'est des opportunités, voilà, qui sont offertes à toute la jeunesse, à toute la jeunesse africaine, que les jeunes puissent vraiment saisir ces opportunités. Nous avons tous les tracks, ceux qui veulent faire les sciences, ceux qui veulent faire de la politique, ceux qui veulent faire des relations internationales. Donc, soyez ouverts, vraiment cherchez, faites-vous violence et ne vous découragez surtout pas. Merci. Merci beaucoup. Présidente Vanessa Metou, un dernier mot pour la fin, un dernier mot pour tous ceux qui nous suivent. Alors, moi, je vais m'adresser à la jeunesse à laquelle je m'identifie, à laquelle j'appartiens. Je vais dire que la jeunesse est une richesse intarissable, mais que nous ne resterons pas éternellement jeunes. Et donc, il nous revient à nous de prendre nos responsabilités et de faire un meilleur usage du temps que nous avons, en essayant de laisser un héritage à nos enfants, parce que nous parlons des générations futures. Il est vrai que le Congo actuel n'est pas reluisant, mais il nous revient à nous également d'apporter notre contribution pour laisser un meilleur Congo à nos enfants, où justement, ils n'auront pas de problème d'électricité pendant la préparation du bac. Et donc, c'est dire à chaque jeune de se dépasser. Il n'y a que par l'excellence qu'on arrive. L'excellence près des chemins, ce n'est pas toujours les relations. Mais si vous êtes excellent dans ce que vous faites, votre compétence va ouvrir les portes pour vous. Donc, de se former, d'investir en soi et aux jeunes femmes de s'éduquer et de s'affranchir des réalités autour d'elles parce qu'elles ont en elles la capacité de devenir tout ce qu'elles veulent. Et il n'y a aucune limite à leurs rêves que des limites qu'elles-mêmes elles auront décidé de s'imposer. Donc, bon vent et voilà, plein succès à tous les jeunes dans tout ce qu'ils entreprennent. Merci beaucoup. Docteur Maryse Nkwa, on va vous prendre également. Un dernier mot pour toute cette jeunesse qui nous suit et qui moi, je pense, qui va tomber sous le charme également de votre parcours également, de ce que vous êtes. Elle vous écoute et tous ceux qui nous suivent vous écoutent.
Alors, merci Marvin, mais avant tout, je voudrais te remercier pour ton professionnalisme et d'avoir permis à ce que l'interview soit vraiment facile à suivre. Vraiment, je te remercie. Merci beaucoup. Voilà. Ce que je voudrais ramener encore, mais je voudrais m'adresser directement à cette jeunesse, aux femmes qui sont toujours dans la peur de se diriger dans les métiers de la science. Je vous rappelle toujours les 3 P, la patience et la persévérance, parce que c'est ce qui vous fera avancer. Moi, je reviens sur la patience. Pourquoi? Parce que je veux reprendre mon exemple, excusez-moi, ça sera long. Quand je suis rentrée, tout le monde m'a posé la question, qu'est-ce que tu vas faire avec ta nanotechnologie au Congo? Donc, ça m'a pris, mais je savais parce que j'avais un plan, parce que j'ai décidé de rentrer pour utiliser cette expertise par rapport à nos problèmes en Afrique. Donc, j'avais un peu marre d'utiliser les problèmes de l'Europe, de nos problèmes directement liés au Congo, par exemple. Et ça m'a fallu 4 ans pour pouvoir acheter des équipements qui sont liés à vouloir faire ma recherche. Donc, de 2016 à 2020, c'est maintenant que je les ai achetés. Et ça m'a fallu du temps, donc de la patience. Tout ne vient toujours pas, je ne dis pas que ça sera comme ça pour tout le monde, mais ça, c'est mon exemple à moi. Et j'ai parlé de persévérance parce que j'ai travaillé pendant cette période-là. Je suis docteur en sciences de physique. Donc, j'ai utilisé mon expertise en physique pour faire autre chose en attendant d'avoir ces équipements-là, à travailler, à faire des recherches, à chercher du financement à gauche et à droite. Donc, ce que je veux dire aux jeunes filles, c'est que si vous avez la capacité, si vous êtes sûr de ce que vous voulez faire comme métier, je vous assure que les portes s'ouvrent toujours. Et nous sommes disponibles. Je ne vois pas Chancel ou Vanessa ou Cynthia refuser d'informer quelqu'un pour quelconque information. Nous sommes disponibles. Je ne sais pas si Marvin pourra même mettre nos emails. Il pourra partager. Nous sommes disponibles pour partager certaines informations. Donc, voilà un peu ce que je souhaitais partager à tous. Merci beaucoup. On va terminer, on va clôturer avec le docteur Gomankwa également, qui est la première parmi les Yali et qui est biologiste aujourd'hui au Laboratoire national de la santé publique, qui fait un travail sans nul doute remarquable. Un dernier mot pour cette jeunesse qui vous suit, un dernier mot pour les femmes qui se battent nuit et jour pour avoir une place dans cette société, dans la société congolaise, en Afrique, pourquoi pas. Alors, c'est vraiment difficile de conclure parce que après avoir entendu de si belles paroles, de si beaux discours, je me demande que rajouter. Mais c'est vrai qu'il faut du courage, il faut de la patience, de la persévérance, il faut de la personnalité, il faut du charisme. Il y a beaucoup de choses qu'il faut que beaucoup de jeunes ont. Des fois, ils ne savent pas qu'ils l'ont. Le Congo, c'est un très beau pays. Et c'est vrai que nous passons par des moments extrêmement difficiles, mais comme j'aime à dire, le plus beau reste à venir encore. Et pour ça, c'est nous, c'est vous surtout, qui êtes plus jeunes, parce que moi je suis un peu qui allait changer les choses. Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à ce que vous voulez être. Là, je parle vraiment surtout aux femmes. Parce que c'est tellement facile de calquer une image sur une femme, vous n'avez pas idée. Et son décarqué, ça c'est toute une autre histoire. Et il faut vraiment savoir ce que vous voulez faire, savoir ce que vous voulez être, avec qui être aussi. Avoir sa personnalité, savoir dire non quand il faut dire non. Quand bien même le monde vous tombera sur la tête, mais si vous savez que ce non est valable, vous gardez ce nom-là, vous le maintenez. Et la nature, elle est comme ça. Comme a dit Maryse, les portes s'ouvriront vers vous-même. Il faut vraiment avoir l'amour du travail et surtout l'amour du prochain. Il ne faut pas... C'est très important ce que Maryse a dit avec ces 3 P parce que souvent nous sommes pressés de vite faire, de vite paraître, de vite être. Et de fois, on se casse la figure. Il faut savoir attendre. Il faut savoir aussi agir. Le juste milieu n'est pas toujours facile à trouver, mais il faut, dès qu'on sait qu'on a quelqu'un qui peut m'apprendre de bonnes choses, s'agripper. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis agrippée, j'ai sucé. Mais mon torse pouvait être ce que je suis. J'étais vraiment une véritable tête. Ils me chassaient de leur bureau et tout. Mais je suis ce que je suis parce que vraiment,
je me suis accrochée à ça. Il fallait que je travaille, il fallait que je persévère. Quand je suis arrivée au laboratoire national, il y avait environ 6 docteurs. Moi, quand j'étais recrutée, j'avais le DEA et il n'y avait que 3 DEA. Et c'était désolant. Maintenant, il y a beaucoup plus de masters qu'avant. C'est une bonne chose. Et pour ça, il faut vraiment travailler, être humble parfois, apprendre, se cultiver, beaucoup lire. Vraiment apprendre. Moi, c'est vraiment une fierté. On fera peut-être des discussions pour ça autrefois, mais c'est vraiment une fierté quand je vois que j'arrive maintenant avec mon équipe de rester des jours d'affilée au laboratoire national parce qu'il faut lutter contre une maladie, parce qu'il faut diagnostiquer telle maladie, parce qu'on se casse la tête, parce qu'on a une alerte à Ebola, qu'il faut aller sur le terrain, mettre notre vie en danger, mais c'est pour le bien-être de la population du pays. Et que tu vois que ce n'est pas seulement toi qui es devant, mais que tu as 6, 7 personnes, elles vont se reconnaître, c'est cette personne-là. Derrière toi, je te dis oui. J'ai trimé, j'ai beaucoup traîné, mais ça en valait la peine parce qu'il y a un noyau qui est là, qui a commencé justement à faire ce travail-là. Donc, il faut vraiment persévérer, il faut tenir bon. C'est très difficile, extrêmement difficile. Nous en avons conscience, mais demain sera un meilleur jour. Voilà. Et merci encore à toi, Marvin. Tu étais vraiment super. Merci pour l'ambiance, les filles aussi. C'était vraiment top. Merci vraiment. Merci beaucoup. Alors, nous arrivons à la fin de ce beau panel avec des femmes dignes, chacune dans leur domaine et dans leur profession respective. Pour certaines, elles sont détentrices d'un master, plus ou moins, en sciences sociales et relations internationales, axé sur la paix et le développement. Madame Bilampassi, aujourd'hui, représente le Congo au niveau de l'Union africaine. Elle est aux côtés du haut commissaire, plus ou moins, de l'Union africaine dans les ressources humaines, la science et la technologie. C'est une femme qui a en elle autant de capacités. Elle est écrivaine. Vous avez également la présidente de Yali Congo actuelle, qui est une femme de droit. Aujourd'hui, elle représente le Congo au sein du Conseil consultatif de la jeunesse de l'Union africaine. Ceci est une marque. Nous avons également une qui est biologiste et spécialiste également au niveau du Laboratoire national de la santé publique. Et vous avez une femme qui est l'unique scientifique, du moins qui enseigne aujourd'hui et qui prend à cœur la majorité des jeunes hommes et des jeunes femmes. Sankara disait que l'égalité, c'est celle qui se base entre les hommes et les femmes, mais aussi celle qui tient compte des femmes scolarisées, autonomisées et qui excellent dans le domaine économique. Ces femmes représentent le Congo-Brazzaville. Elles sont toute une fierté du Congo-Brazzaville. Et elles sont un exemple pour les jeunes filles qui, quelquefois, ont perdu l'espoir. Je pense qu'il y a encore de l'espoir à prendre ces femmes pour modèle et aller de l'avant. Ce qu'elles ont en commun, c'est que ce sont des femmes Yali. Elles ont fait partie d'un programme, elles ont acquis des connaissances et aujourd'hui, elles sont ce qu'elles sont. On ne peut que souhaiter à ces femmes un bon vent également et une bonne continuation dans leur carrière. Ce fut un beau panel, mesdames et messieurs. Nous n'allons pas nous arrêter ici. Il y aura sans nul doute un autre panel relatif aux 10 ans du programme Yali. Et nous vous en tiendrons au courant. Mais pour aujourd'hui, nous nous en arrêtons là. Prenez bien soin de vous et protégez-vous bien. Le Congo a des perles et nous vous ferons découvrir les perles du Congo. Aujourd'hui, nous en avons eu 4. Elles représentent plus ou moins la majorité des jeunes femmes qui se battent nuit et jour. Merci à vous d'avoir suivi cette interview et on se dit à très bientôt sur Caféine, Congo Café. Et au revoir mes chères dames et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.